Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui déjà pour le rewind de la semaine 17 et surtout pour le dernier épisode de l'année 2024. Et pour le faire, j'ai le plaisir d'être accompagné de PA. Salut PA. Salut GG, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on arrive à la fin de l'année calendaire, la fin de la saison régulière. Un soulagement pour certains, une course au play-off pour d'autres. Et puis pour les derniers, ils savent déjà à quelle position ils vont être en play-off. Donc tant mieux pour vous. J'espère que votre canapé est confortable. Vous allez pouvoir vous poser tranquillement d'ici mi-janvier. Et puis pour les autres, on va commencer à regarder un petit peu le football universitaire, à se dire tiens, ça peut être cool pour nous. Non mais t'as bien résumé la situation, hein. On fera un petit point play-off et tout ça, mais là globalement il y a beaucoup de positions verrouillées, il y a quelques fauteuils qui peuvent encore bouger, beaucoup d'équipes qui savent qu'elles sont en vacances, qui savent pas exactement si la draft va les concerner dès la première heure ou plutôt au bout d'une heure et demie. On parlera de certains camarades qui ont une gestion très très douteuse de ce tanking. Mais ouais. Moi, tu vois, les fins de saison régulières, que ce soit NFL, NBA, machin, quand il y a trop de positions qui sont un peu entérinées, j'avoue que je me fais un peu chier, tu vois. J'ai 2-3 matchs sur lesquels j'ai l'œil, mais je suis en mode, envoyez-nous les playoffs, quoi. C'est bon, on a compris les dynamiques, laissez-nous tranquilles, arrêtez de blesser des joueurs. C'est un peu bizarre parce qu'il y a... c'est la saison à 18 semaines et du coup 17 matchs. Et il y a quand même des enjeux la semaine prochaine, mais en fait, il y a des enjeux plutôt en bas, un tout petit peu en haut. Tu te dis sur l'ancien calendrier où il y avait que 16 matchs, peut-être que du coup cette semaine, il y aurait eu vraiment beaucoup de matchs à enjeu. Là où la semaine prochaine, tu as l'impression qu'il y a des équipes qui vont faire reposer leurs titulaires. Je pense aux Chiefs, aux Bills, qui, en tout cas pour les Bills, ils ont déjà déclaré que Josh Allen allait faire 1 ou 2 drives et puis ensuite il allait être reposé. Donc ça biaise un peu la fin de saison aussi pour les adversaires, je dirais. Ouais. C'est toujours compliqué et j'en parlerai même dans la programmation. C'est assez particulier pour la semaine à venir. Autre question, avant qu'on se lance dans l'épisode. T'as parlé des 17 matchs au lieu des 16. On sait qu'il y a des courses au record. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais j'aimerais bien avoir le tien. J'ai vu 2-3 trucs passer sur Twitter et je trouvais ça intéressant. Alors, je sais plus qui l'a dit, donc je ne citerai pas les sources, mais c'est plus par oubli de nom que une non-volonté de ma part. Mais en gros, les livres de NFL sont faits sur des statistiques brutes, en fait. Peu importe le nombre de matchs. On parle effectivement là de Saquon Barkley. Les stats bruts, s'il le bat, que ce soit sur 12 matchs, 14, 16 ou 17, peu importe. La stat brute, elle sera présente. Il n'y aura pas le petit astérisque qui dira ça a été fait avec un match de plus ou ce que tu veux. C'est la NFL maintenant. Et c'est quelqu'un qui l'a dit sur Twitter. Faut partir que Dickerson, il l'a fait sur 16 matchs. C'était l'ancien livre d'histoire. Si Barkley, il le bat, ça sera sur 17 matchs et ça sera le nouveau livre d'histoire, si on peut dire, parce qu'il y a eu un match supplémentaire. Après, moi, je suis plus d'avis de faire aussi par moyenne de portée. Maintenant, c'est toujours la même chose. Barkley, il aurait très bien pu le battre au bout de 16 semaines s'il avait fait les matchs au complet. C'est-à-dire qu'il y a eu des cartons où il ne jouait plus du tout parce qu'il avait déjà fait 200 yards, parce que surtout, les Eagles étaient déjà bien devant et que le coach voulait faire reposer les stars. Ce qui peut s'entendre aussi. Il y a eu la même chose avec le football universitaire cette année avec Ashton Jeanty qui a pété beaucoup de records et qui a été mis sur le banc au bout de 3 quarts temps. Parce que Boise State était déjà largement devant et qu'il fallait reposer aussi les joueurs stars. Donc, il y a tout qui s'entend. Mais potentiellement, Barkley aurait très bien pu battre le record s'il avait joué les matchs pendant 60 minutes sur les 16 premières semaines. Donc, dans l'idée, il faut aussi juste se dire, prendre beaucoup de recul et dire ouais, on assiste quand même à quelque chose d'exceptionnel. Que le record il soit battu en 16 ou en 17 matchs, réaliser plus de 2 milliards à la course, c'est exceptionnel. Il n'y a que 9 coureurs qui l'ont fait dans l'histoire. Lui, ça sera la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Ce qu'il avait fait durant son année rookie.
Ouais. Donc, juste contempler un petit peu l'exceptionnel, ça fait du bien aussi parfois, et arrêter de se prendre la tête avec des chiffres sur 14, 16 ou 17 matchs. Ouais, moi, je suis d'accord. Je trouve les débats assez ridicules, assez stériles. Le seul truc qui me surprend, parce que du coup, mon positionnement, il est un peu décalé là-dessus, c'est de se dire que les Américains, c'est les rois de la stat. Genre, les mecs, vraiment, en termes de stats avancées, de tout ce qu'ils vendent, ils poussent les curseurs archi loin. Et on en est encore à se battre sur les réseaux sociaux, sur de l'analyse de stats brutes, de se dire, mais il a fait 2100 yards, mais en 17 matchs. Au bout d'un moment, ces métriques-là sont ridicules. Comme tu disais, il y a des choses vachement plus intéressantes quand tu observes un coureur, que ce soit ses yards par portée, ou ses yards après contact, ou le nombre de rushs, je sais pas, de plus de 10 yards ou de 15 yards. Enfin, on pourrait pousser les métriques vachement plus loin pour les rendre intéressantes. Et on est encore là à se dire, en cumulé, il a fait 2100 yards. Ouais, mais ça veut tout et rien dire. Enfin, je trouve ça, et comme tu le dis, même les scénarios de match jouent énormément. Enfin, tu vois, moi je suis partisan, tu peux avoir un coureur qui fait un match à 98 yards et qui fait un match horrible parce qu'il a un portée de 79 yards et que derrière, sur 10 portées, il fait 1,5 yard par portée. Et pourtant, quand tu vas voir sa feuille de stats, tu vas avoir, je sais pas, 13 portées pour 98 yards, mais en fait, il va avoir une seule grosse course. Vraiment, moi, ce qui me surprend le plus, c'est ces débats d'Américains de regarder les stats brutes parce que c'est ce qui reste dans les petits papiers, quoi. C'est là-dessus que tu te bases. Mais ouais. Mais tu vois, je trouve que ça alimente beaucoup les débats pour finalement des conclusions qui sont pas productives, quoi. Le fait que Saquon l'ait fait 2 fois, ça va peut-être pas faire de lui le meilleur running back de l'histoire. Non, c'est sûr. Maintenant, c'est les Américains. Il faut aussi qu'ils comblent le vide. Ouais. On connaît. Mais le souci là-dessus, c'est ça. Enfin, c'est comme pour toutes les distinctions. Il y aura toujours débat, en fait. Ouais. Là, pour le MVP, il y aura forcément un débat. Pour d'autres trophées, il y aura forcément débat. Et là, le débat, c'est « Ah oui, mais c'est sur 16 matchs, c'est sur 17. » Certains vont vouloir défendre un peu leur beefsteak en disant « Avant, c'était mieux. Il n'y avait que 16 matchs. Il l'a battu, Eddie Carson, et là. » Et là, ceux plutôt actuels qui diront « Ouais, mais c'est pas grave. C'est sur 17 matchs, mais il a quand même battu le record. » Il y aura toujours des détracteurs. Donc, qu'est-ce que je te disais ? Je vais finir ce volet-là avec cette phrase-là. Hein. La phrase de vieux con de c'était mieux avant, faut arrêter. Vraiment, c'est la pire phrase à entendre. Genre, toutes les générations ont fait ça. Et pourtant, on n'est pas encore hyper âgés, hein. Mais tu vois, des gens dans nos tranches d'âge, trentaine plus, qui peuvent suivre le sport depuis 10-15 ans, voire 20 ans pour les sports les plus anciens qu'on suit, le c'était mieux avant, genre, je l'ai trop entendu. Au bout d'un moment, si les choses évoluent, c'est que ça plaît à un public, que c'est ce qu'il faut que ce soit maintenant, et genre, peu importe, après, on n'aime pas, mais dire c'était mieux avant, je n'en peux plus de cette phrase. Mais pour la NFL, parce que le biais il vient de eux de base, hein, mais eux, ils veulent aussi vendre leurs produits. Il l'avait fait l'année dernière avec McCaffrey, où chaque semaine, il trouvait un nouveau record à battre par McCaffrey, avec le nombre de touchdowns à la course, de matchs consécutifs réalisés, à la passe, ou tout ce que tu veux. Ils font la même chose avec Barkley. Faut réussir à prendre du recul là-dessus. Et tu sais qu'ils vont nous bassiner toute la semaine avec ce truc-là. Ah, il lui manque plus qu'une centaine de yards pour battre le record. Bon, bah, les Giants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous prenez 70 points, mais que à la passe. Et vous mettez les 11 joueurs dans la boîte. Comme ça, Barkley, il vous tapera pas dessus à battre le record all-time de Dickerson. Ah, ce serait terrible. Ah, ça serait terrible pour eux. Ce serait très drôle et terrible. Mais il y a une vidéo qui est ressortie, c'était parce que le Hard Knocks était au sein des Giants cette année. Et c'est le GM qui dit « Ouais, de toute façon, Barkley, il fera pas 2 milliards cette année. » Raté. Raté, ouais. Pour se consoler, ils vont se dire « Bon, on a Tyron Tracy. » Qu'on a fait courir cette semaine. Ouais. Allez, je te propose, PA, que l'on entre dans le vif de l'épisode. Et avant ça, vous le voyez défiler en bas pour ceux qui nous regardent en vidéo. Pour les autres en podcast, suivez-nous @lefrontoffice sur les réseaux sociaux, donc Twitter et tous ces nouveaux dérivés, même si nous ne sommes pas toujours encore actifs sur les nouveaux dérivés
comme Blue Sky. Il y en a un tous les 3 mois maintenant, donc je connais pas tous les noms. Sur Instagram, sur YouTube et sur Twitch. Vraiment Twitch. On a vu notre récap, merci beaucoup. Les lives à chaque fois, ils fonctionnent hyper bien. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais passé sur le live de Doug. J'ai pas eu le animé par Doug. Franchement, c'était excellent. J'ai pas eu le temps de tout revoir. J'ai vu que des passages à droite, à gauche, puisque j'étais en vacances. Mais bravo, c'était excellent. Et merci à tous ceux qui sont venus. Ils nous écoutent aussi, hein, ils font partie du Discord, donc ils se reconnaîtront. Mais c'était vraiment une émission excellente. Et ça fait plaisir de vous voir toujours autant au rendez-vous. PA, on va commencer avec l'employé de la semaine. Il y avait un paquet de candidats pour cette semaine 17. Je te laisse commencer. On a 2 joueurs au même poste. On va pas être super originaux, mais là, il y avait beaucoup trop de candidats. Ouais. Peut-être que la semaine prochaine, on aura Saquon Barkley en joueur de la semaine. Peut-être. pour être originaux encore. Parce qu'il a battu le record à NFL, c'est important. Moi, je suis parti sur Sam Darnold, quarterback du coup des Vikings dans la victoire contre les Packers. Parce que c'était peut-être le match le plus attendu de la semaine. Il peut y avoir débat avec d'autres matchs, mais en tout cas, un des plus importants dans la course au playoff. Et il a sorti vraiment un match excellent, j'ai trouvé. Alors, pour parler négativement, il y a effectivement son interception, qui n'est pas très, très jolie. Mais le reste, franchement, très, très bon. On avait des craintes suite à son interception, parce que on a l'impression que ça relance un petit peu le match. En tout cas, ça relance les Packers, parce que derrière, ils mettent un touchdown. Mais il se rassure directement, lui et son équipe, en mettant également un touchdown, en reprenant un petit peu le large au score par rapport aux Packers. Ils se sont un tout petit peu fait peur sur la fin du match en se prenant 2 TD et perdent le 4e quart-temps 15-0. J'y reviendrai, mais c'est un peu ma crainte en playoff pour les Vikings. Mais en tout cas, sur ce que lui a montré, c'est très, très, très fort. Il arrive à trouver tous ses receveurs. Il a fait manger au début de match Addison, Hawkinson aussi, Jalen Nailor qui était un peu inconnu en début de saison, qui sort une super saison encore cette année. Et puis en deuxième quart-temps, on avait oublié qu'il y avait un autre joueur superstar, Justin Jefferson, qui lui est sorti de sa boîte. Et c'était juste hallucinant. Il a fait des catchs incroyables. Les zones trouvées, les lancers de Darnold sont vraiment très, très beaux, je trouve. Donc, c'est pas forcément qu'un feu de paille. C'est pas forcément que grâce au schéma et au plan de jeu de Kevin O'Connell. Lui est aussi vraiment pour quelque chose. Donc on verra où vont aller ces Vikings-là. Pour ma petite interrogation, c'est que, encore une fois, la défense est excellente. La défense de Brian Flores, on a cessé de le dire, elle est vraiment très, très bonne. Mais j'ai l'impression qu'elle baisse un petit peu en énergie sur les fins de match. Sur les 4e quart-temps, on l'a vu, les Bears sur un match sont remontés aussi. Ils ont dû aller en overtime. Là, c'était la même chose avec les Packers. On a l'impression soit qu'ils mettent un petit peu moins la pression par des choix de Flores, soit parce que justement ils sont un petit peu épuisés, fatigués, parce que ces schémas de jeu font aussi que tu mets énormément de pression, donc c'est fatigant à la longue. Pas l'impression qu'il y a un énorme turnover non plus au niveau des titulaires. Et voilà, donc s'il n'y a pas un écart démesuré sur la fin du 3e quart-temps, notamment en play-off, attention sur ces fins de match. Là-dessus, c'est là, moi, ma principale interrogation. Et puis un petit peu pour faire la prévue de la semaine 18, on va avoir un alléchant Lions-Vikings pour le first seed en NFC. Donc, ça pourrait permettre aussi du côté des Vikings de se reposer un petit peu, d'avoir une semaine off. Donc, ça va être ultra intéressant. Mais en tout cas, pour parler de cette semaine, eux, ils finissent un calendrier quand même assez compliqué, puisque 2 matchs de division avec les Packers et avec les Lions. Et écoute, pour l'instant, c'est un 1-1 contre les Packers sur ce match-là. Et puis, on verra la semaine prochaine. Ouais, je te rejoins sur la défense des Vikings. Je trouve que les grandes équipes, les équipes qui gagnent, c'est celles aussi qui, dans les temps faibles, savent subir et ne pas encaisser les points, ou en encaisser que 3. Souvent, c'est comme ça que les Chiefs ont gagné ces dernières années, je trouve. Ça n'a jamais été tout le temps étouffant, mais ils savaient faire les gros jeux au bon moment. Et les Vikings feraient bien d'aller vers ça, je pense. Ouais. Mais ouais. Justin Jefferson... franchement, hallucinant, quoi. Il facilite aussi. Les lancers sont très bons, mais il facilite tellement le travail, c'est incroyable. Ouais, j'ai le souvenir d'un lancer qui est pas hyper bien placé. Il le catch à une main, en fait. C'est-à-dire que Jefferson, il arrête le ballon avec sa main.
donc c'est même pas qu'il la catch, parce qu'il serre pas la main, il le ramène avec son avant-bras. C'est vraiment, techniquement, c'est ultra impressionnant quand même ce qu'il fait. Mais voilà, on parle de Jefferson, parce que pour le coup, sa deuxième mi-temps est vraiment très bonne. Ouais. Mais Addison, je l'ai trouvé très bon, notamment sur les couvertures de zone des Packers, où lui, il a compris dès le snap où il devait se placer. Et du coup, tu as l'impression qu'il est vraiment tout seul sur le terrain parce qu'il n'y a aucun défenseur autour de lui à moins de 5 yards. Mais c'est juste parce que Addison, il a trouvé la bonne zone où il devait être ciblé. Et ça, c'est quand tu as un receveur comme ça qui a ce QI football-là, c'est un danger permanent pour les défenses. Donc, ils ont 2 joueurs vraiment exceptionnels. Tu rajoutes ça, Naylor qui fait une super saison et un super tight end avec Hawkinson offensivement, et j'en ai pas parlé, mais pour le coup, la O-line a quand même très bien tenu. Ouais. Je trouvais elle laissait beaucoup de temps à Darnold face à un pass rush quand même des Packers qui avaient fait des très beaux matchs sur les semaines précédentes. Là, ils ont été un petit peu mis à mal, j'ai trouvé. C'est peut-être là l'axe de progression, je dirais, des Packers pour moi sur l'intersaison, parce que l'équipe est très bonne. Pour moi, leur intersaison, ça serait les lignes offensives et défensives, parce que pour le coup, Jordan Love s'est pris une marée sur les 3 premiers quarts-temps. Ça serait les 2 axes de progression pour potentiellement passer 1 ou 2 paliers supplémentaires et devenir un réel contender au Super Bowl. Ils sont en play-off, donc à voir aussi ce qu'ils vont faire. Mais on a eu l'impression quand même qu'il y avait une petite strate de différence quand même entre ces 2 équipes. C'est toujours la même chose, c'est la vérité de la saison régulière. On verra en play-off, hein, c'est sur un match coup près. Mais c'est vrai que là, l'impression qu'a envoyé les Vikings, c'est que ça va être une équipe. C'était solide. Hein. Ouais, il va falloir aller les chercher. Et c'était par contre un très très beau match par rapport à certaines purges qu'on a pu subir pendant le Red Zone et puis sur les différents matchs, sur les 6 matchs qu'on a eu avant le Red Zone durant la semaine. On a eu quelques purges. Là, pour le coup, celui-là, je pense qu'on est tous restés éveillés jusqu'à 1h30 du matin pour regarder la fin du match et c'était chouette à voir. C'est ultra intéressant. Je te pose une dernière question sur ce match, puisque ton MVP était Sam Darnold et que c'est un débat que j'ai beaucoup vu sortir ces derniers jours. On va pas faire le bilan d'intersaison avant l'heure, mais tu es GM des Vikings, tu as drafté J.J. McCarthy il y a 1 an, tu as cette saison de Sam Darnold. Quelle gestion des quarterbacks mets-tu en place sur cette intersaison ? Ça va dépendre des playoffs. Si Darnold il fissure ou pas. S'il fissure, je pense que la décision sera assez simple à prendre. S'il fait des bons playoffs, je lui propose un contrat sur peut-être 2 ans, avec bonne revalorisation, selon le salary cap des Vikings. Mais ils avaient quand même fait un sacré ménage l'année dernière en envoyant, par exemple, en coupant Daniel Hunter, qui prenait une grosse partie de la masse salariale. Donc, à voir combien ça représente. Mais là, il touche 10 millions. Darnold, je pense qu'il y a une équipe qui se jettera dessus pour lui proposer un contrat de 3 ans à 30 ou 40 millions l'année. Je crois que ça gros comme une maison pendant la free agency. Parce qu'on a aussi l'impression qu'il s'est remis la tête à l'endroit aussi. Et que ce n'est pas un feu de paille comme l'était, par exemple, Josh Dobbs l'année dernière, où là, on sentait que c'est un bon quarterback, mais on sentait que c'était aussi le système de jeu qui faisait beaucoup. Là, Darnold, il a fait des drives victorieux, vraiment des drives de fin de match pour aller emmener son équipe à la victoire. Tu vois, c'est pas lié qu'au système. On sent que le mec il a pris confiance en lui, mais ça clique avec les Vikings. Donc, à sa place, j'essaierai de rester chez les Vikings. Ça, c'est ma vision du truc. Je sais pas ce que lui va penser. Et à la place des Vikings, je tente un contrat sur peut-être 2 ans à, 25-30 millions l'année. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que lui, il acceptera pas 1 ou 2 ans. Je pense je comprends. Bah ouais. Je pense que lui, c'est sa chance d'avoir un gros contrat et vraiment d'assurer sa vie. Il est obligé de capitaliser dessus maintenant. Et tu vois, t'as aussi ce scénario où t'es dans un entre-deux, où il passe un match de play-off, il perd un match très serré, je dis au pif, contre les Lions, contre les Eagles, et où il est pas forcément le principal responsable. Ouais. Et en fait, t'es pas dans une situation binaire où c'est l'un ou l'autre. Ouais, moi, je pense que les Vikings, ils doivent le garder et développer McCarthy. En fait, pour moi, tu fais pas le choix entre les deux. Dans l'idéal, si Darnold accepte un contrat, je me demande en fait à quel point c'est pas intéressant de le surpayer, mais de réussir à lui faire avaler un contrat plus court. Genre, tu vois, plutôt que de lui proposer 3 ans à 35 millions l'année ou 40 millions l'année, genre limite lui 2 ans à 47 millions l'année, tu vois, peu importe. Genre, tu te craques sur 2 ans, mais tu sais que si McCarthy pendant ces 2 ans il se développe bien, et bah derrière t'as un QB et qu'il a de la place pour prendre son envol.
Ou si Darnold est bon, tu continues à le prolonger, parce que Darnold, c'est un ancien haut choix de draft. Peut-être qu'il a juste trouvé la bonne maison pour exploser et que ça va juste être un bon QB de la ligue. Mais ouais, ils vont avoir un gros choix à faire autour de ça. Je suis hyper curieux de voir comment ça va se passer. C'est dommage pour eux que McCarthy ait été blessé dès le début de saison, parce qu'ils ne l'ont pas vu finalement sur une année complète à être derrière justement Darnold, à apprendre parce qu'il a forcément l'écouteur, il regarde les tapes et des trucs comme ça, mais ils ne l'ont pas vu en entraînement. Ouais. C'est ce que je veux dire. Du coup, c'est un peu dommage pour les Vikings. Je regarde sur le niveau du salary cap, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6e équipe avec le plus de cap space en 2025, ils seraient à 76 millions. Oh là là, en plus ils ont de la marge. Bon. En plus ils ont de l'argent, ouais. Bah les gars, les fans du Minnesota, je pense que vos 2-3 saisons à venir devraient bien se passer. S'ils gardent Kevin O'Connell. Allez, dans la même veine des quarterbacks comme ça, un peu qui ont fait leur retour sur le devant de la scène parce qu'ils sont dans la bonne équipe. Mon MVP, c'est Baker Mayfield. Je le mets là aussi parce que j'ai pas mal tapé sur les Bucks lors de mon dernier épisode. Et du coup, moi, c'est un épisode un peu mea culpa, là, hein. Très clairement, vous allez voir que je parle de gens sur qui j'ai beaucoup tapé. C'est pas tant leur victoire là, puisqu'ils jouaient les Panthers, ils leur ont passé 48 points. Mayfield, il envoie 5 TD, 0 interception. Il a que 5 passes incomplètes, plus de 350 yards. Donc franchement, le match, statistiquement, il est incroyable. Et en plus, il nourrit bien Mike Evans, il leur met bien en confiance. Enfin, tout se passe bien, mais c'est qu'en plus de ça, tu vois un mec... on parlait avant éventuellement de matchs pièges. Ces Panthers sont un peu chiants. Les matchs de div, c'est toujours relou, même si les Panthers n'ont pas d'intérêt à gagner. Et que de toute façon, il y a bien une équipe de leur div qui doit aller en play-off. Ces dernières semaines, les Panthers n'étaient pas si simples à jouer. Même quand ils se faisaient battre ou qu'ils prenaient un petit éclat, ils étaient vraiment là au combat. Et en fait, on se retrouve avec des Bucks sérieux. Vraiment très très sérieux, et je trouve que Mayfield il incarne parfaitement ça. Je trouve qu'il relâche rarement l'intensité qu'il met dans ses matchs, même quand il est moins bon, c'est rarement parce qu'il dégoupille totalement, là où avant quand il était chez les Browns, il avait des hauts et des bas d'un match à l'autre, d'une saison à l'autre. Donc ça c'est hyper rassurant. Et c'était aussi une façon de parler des Bucks, hein. Ils font la bonne opération puisqu'à côté de ça, les Falcons n'ont pas gagné. Ce qui était pour moi l'autre gros match de la semaine avec le Vikings-Packers. Donc très clairement, bravo aux Packers, bravo à Baker Mayfield qui lui en plus commence à avoir un peu d'expérience des playoffs. Ils vont très probablement gagner cette division. Et j'avoue, je suis hyper curieux de voir ce que toutes ces équipes vont donner en play-off. Que ce soit les Vikings dont on vient de parler ou les Bucks là. Tu peux rarement switcher comme ça du tout au rien, mais quand même, il y a le poids de l'expérience, il y a le changement d'environnement. J'avoue qu'en NFC, j'ai du mal à te dire quelle équipe va s'en sortir et aller au Super Bowl. Vraiment, c'est un peu l'inconnu pour moi. Quand on reparlera des playoffs, on pourra peut-être se tenter comme ça à des petits pronos, mais la NFC, plus on avance, plus ça devient flou pour moi, là où il y a 5-6 semaines, j'aurais eu beaucoup plus de certitude que maintenant. Je suis d'accord. Allez, on a passé pas mal de temps sur l'employé de la semaine et on a encore beaucoup de choses à se dire, mon PA. On va passer au gros dossier. Événement. Que ce soit un match, une blessure, une décision arbitrale qui t'a marqué cette semaine. Je te laisse commencer. Je parlais de purge, notamment sur les 6 matchs qu'il y a eu avant le Red Zone. Il y a eu quand même un super match durant ce slate-là. Le Denver at Bengals, qui était vraiment, vraiment top à voir également. Victoire du coup des Bengals 30-24 en overtime, avec un overtime qui... Alors, il y a eu du suspense. Ça, on peut pas leur retirer ça. Il y a eu un field goal raté, il y a eu des punts à tout va. Et puis au final, voilà, Joe Burrow, il a sorti le drive de la gagne. Bien aidé par T. Higgins sur ce match-là, 3 TD, qui a monté sa cote, je dirais, à la prochaine free agency parce qu'il joue sous franchise tag, faut le rappeler. Donc normalement, il est free agent à la fin de la saison. Voilà, je pense que ça va permettre à beaucoup d'équipes de faire une offre pour un nouveau contrat le concernant. Mais match ultra intéressant.
je trouve que la défense des Bengals tient beaucoup mieux depuis plusieurs semaines. Il y avait une stat qui était sortie où s'était pris 6 points ou 9 points sur les 9 derniers cartons. Alors, il y avait eu un 6 points sur le total d'un match contre les Browns la semaine dernière. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que le niveau monte défensivement du côté des Bengals, peut-être un petit peu trop tard. Ça, on pourra en reparler par rapport aux playoffs. Mais bon, voilà. Et offensivement, en tout cas, ça fonctionne toujours aussi bien. Burrow qui sort un 412 yards tranquillement. Lui, s'il était dans une équipe avec une défense ne serait-ce que moyenne, il aurait déjà le MVP dans la poche depuis le milieu de la saison. Donc, c'est un peu frustrant pour lui. Mais bon, ils sont quand même toujours aussi agréables à voir jouer, ces Bengals, offensivement. En tout cas, Chase Brown, je trouve qu'il a fait une bonne deuxième partie de saison. Dommage que ce soit un petit peu blessé sur la fin du match. Herbert a fait une bonne rentrée aussi. Khalil Herbert, pas Justin, il joue pas avec 2 QB. mais voilà, super match et surtout ça rend indécis la course au playoff en AFC puisqu'il reste un dernier strapontin à prendre vu que les Chargers ont gagné leur match et ont validé leur ticket. Il reste plus qu'une seule place, la 7e. Détenue pour l'instant par les Broncos, on pourra aussi revenir, mais alors, ils ont toujours leur destin entre leurs mains. S'ils avaient gagné ce match-là, ils seraient déjà en play-off. C'est pas le cas. Ouais. Ça laisse un suspense pour la semaine 18 et tant mieux pour nous, pour les fans NFL classiques. Je te mets pas mal à contribution. J'ai des petites questions autour des Bengals quand même, comme c'est, je pense, l'une des équipes les plus intrigantes de la saison. T. Higgins, est-ce que c'est dans une équipe un receveur 1 si demain il arrive aux Pats et qu'on te dit c'est le receveur 1, est-ce que ça te convient? Disons qu'il n'y a pas de receveur, donc oui. Mais si on te dit c'est un receveur 1, on le paye comme un receveur 1 et il aura des bons receveurs autour, mais il n'aura pas de Ja'Marr Chase. Est-ce que pour toi il a les épaules d'être un receveur 1 ou c'est je sais pas si, pour moi c'est un bis, mais en même temps, on en parlait justement lors du live de vendredi avec Doug. Quand tu regardes un petit peu les équipes qui ont du cap, c'est des équipes qui ont. Alors certains vont avoir un receveur 1. Ils seraient contents d'avoir T. Higgins dans leur effectif. Là, en l'état actuel, pour parler des Patriots, oui, il n'y a pas de receveur 1, ni 2, ni 3 dans l'idée. Donc tu rajoutes un T. Higgins. De toute façon, moi je milite depuis déjà le début de saison pour faire une offre démentielle. Alors, pas au-dessus de Jefferson, mais un truc à type 20-25 millions l'année, je pense que potentiellement il prend. Peut-être un petit peu plus, dans le sens où, de toute façon, les Patriots sont l'équipe qui a le plus de cap. Je dis pas qu'il faut tout cramer, mais de faire un contrat un peu difficile sur les 2 premières saisons et pour lesquelles tu peux te débarrasser au bout de 2 ou 3 saisons, ça serait pas déconnant. Donc voilà, j'en parlais dans le Discord. Il y a des insiders qui parlent pas mal de Darius Slayton aussi des Giants. Alors pas en receveur 1, mais en receveur de complément. Non, mais c'est un receveur qui matche bien avec les qualités de Drake May. C'est un receveur qui peut prendre la profondeur. Donc ça matcherait bien. Higgins, Slayton. Moi, je milite aussi pour Godwin parce que je pense que tu peux l'avoir à un prix un petit peu moins élevé lié à sa blessure à la cheville. Tu sais pas comment il va revenir. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont se jeter sur lui également. Donc voilà, pour moi, faut côté Patriots en tout cas, faut miser là-dessus, faut miser sur l'attaque, donner des cibles à Drake May, se débarrasser de certains cassos qu'il y a dans le vestiaire parce que ça pourrit vraiment cette receiver room et puis partir là-dessus. Il va, comme j'ai dit, il a vu sa performance, en plus en prime time parce qu'il n'y avait pas de match à côté. Il y a des équipes pour qui ça va plaire, donc ils vont mettre beaucoup plus d'argent et voilà. Mais effectivement, je voyais sur Twitter des mecs s'extasier un petit peu dessus en disant que ça serait pas mal un duo McLaurin-Higgins aux Commanders, sachant que les Commanders ont 100 millions de cap space. Ça serait pas mal McConkey et Higgins chez les Chargers. Voilà. C'est des équipes qui ont du cap, qui pourraient se permettre de surpayer un petit peu ce receveur-là. Donc à voir ce que ça va donner. Oui, les Patriots donnent pas très envie. On va dire ça comme ça. Je le reconnais. Il y a d'autres équipes qui donnent un petit peu plus envie. Mais écoute, s'il faut faire un splash move et donner beaucoup d'argent à Higgins, moi je serais assez partant. Ouais, quand tu penses avoir ton franchise QB
tu lui donnes les armes, la ligne, machin. Enfin, tu pousses le truc jusqu'au bout pour t'en assurer, quoi. Ça, Mais c'est la même chose. Tu surpayes ce type-là. Ça va donner envie aussi à d'autres joueurs de venir, que ce soit offensif ou défensivement, parce que quand tu es joueur et que tu vois que l'équipe elle se construit, elle n'hésite pas à donner de l'argent et elle rajoute des joueurs de talent, ça donne envie d'y aller parce que tu comprends un petit peu le projet. Donc c'est ça aussi, ça sera. Mais même chose pour tous ceux qui ont de l'argent, les Raiders, les Commanders, les Cards, les Bears, les Vikings, les Chargers, les Niners. Les Niners, ils proposent 25 millions à Higgins. Tu crois qu'il va dire quoi? Il va dire bah ouais, carrément, ça me chauffe bien. La côte ouest, San Francisco, il pleut un petit peu, mais bon, on va quand même s'y faire. Et puis, c'est quasiment playoff assuré tous les ans. Il y a cette saison qui est un peu exceptionnelle, mais c'est quasiment playoff, quoi. Donc, il y a des équipes qui donnent un peu plus envie. Donc, pour les équipes qui sont les derniers de la classe ou les premiers de la classe en termes de draft, c'est le jeu de surpayer un petit peu. Ce qu'ont fait les Panthers, par exemple, l'année dernière avec la ligne offensive. Et on voit ce que ça donne sur la deuxième partie de saison. Ça va sûrement donner envie à différents joueurs de vouloir intégrer ce projet-là parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ça donne envie d'y participer. Donc, c'est le jeu. Il faut surpayer à un moment donné pour ensuite sous-payer un petit peu quand tu sens que ta fenêtre de tir elle est présente. Totalement d'accord. Nouvelle question Bengals, parce que pareil, j'ai vu pas mal de choses passer là-dessus. D'un point de vue niveau performance individuelle, est-ce que pour toi, Joe Burrow est le meilleur quarterback à évoluer en NFL cette saison? Ouais. Quarterback pur, j'entends. Vraiment, le fait de porter son équipe vraiment sur ses épaules. Alors, il est bien aidé, oui. Mais tu sens que le mec, il a atteint son pic, il a son prime. Et en termes de technique, de précision en quarterback pur, oui. Après, on peut pas m'enlever de l'esprit que Josh Allen, il a cet aspect de double menace que Burrow n'a pas, et ça, on peut pas lui retirer. Et ça joue aussi par rapport aux défenses adverses. Donc, voilà. En termes de QB, de pocket QB, oui, c'est clairement le meilleur. Il est devant tout le monde. Ouais. Je pensais pas dire ça, mais quand tu regardes juste les perfs de Burrow, j'avoue qu'il y a qu'Allen que je mets dans le même tiers que lui. Ouais. C'est pour ça que, je vois les débats Allen ou Jackson. Moi, le MVP, je le donne tout de suite à Josh Allen, surtout parce qu'il y a la narrative, Lamar Jackson en a déjà 2. Si ça avait été l'inverse, Allen qu'on a déjà 2 et Lamar qu'on n'a pas, on pousserait probablement plus pour Lamar. Hein. On est un peu comme ces Américains finalement. Mais ouais, franchement, Joe Burrow là, moi je suis pas un grand. J'ai souvent critiqué les Bengals, parler des égos des joueurs en attaque, du fait que sans défense ça fonctionne pas. J'ai quand même envie. Et ce serait dommage pour les Broncos, mais j'ai quand même envie de voir ces Bengals en playoff parce que j'ai tellement l'impression que personne n'a envie de les jouer sur un match. Ça peut être effrayant. Et en plus, une équipe qui est déjà allée au Super Bowl, qui connaît le chemin. Je suis intrigué. Vraiment, ça m'intrigue. J'ai envie de les voir dans cet arbre et faire chier tout le monde dans les pronos. S'ils ont le site 7, mais quel enfer! Quel enfer, ça serait les Bills, quoi. Donc, j'en ai parlé, ça me plairait aussi de voir les Bengals. Mais le fait qu'ils croisaient les Bills, ça me ferait chier. Ça me ferait chier aussi parce que j'aimerais bien que les Bills aillent au moins au Super Bowl cette année. Alors, au bout, on verra contre qui ils tomberaient en NFC, mais là, cette année, quand même, c'est toujours une question de mérite, on s'en fout du mérite. La vérité, c'est sur le terrain, mais ils ont montré des vraies bonnes choses. C'est la seule équipe qui a tapé les Chiefs cette année. Donc, j'aimerais bien que les Bills cette année aillent au Super Bowl. Et c'est vrai que le Bills Bengals, il me ferait frétiller, mais je sais que je serais déçu quel que soit le résultat du match. Donc, tu le vois, le Bills Bengals, une des deux équipes qui s'élimine. Derrière, ça croise les Steelers. Les Steelers, ils font l'upset. Et là, tu te retrouves avec les Chiefs qui arrivent en finale AFC et qui, encore une fois, ont leurs principaux rivaux qui sont tombés avant et qui sont là en mode, les gars, c'est facile. C'était facile, en fait, merci. On a eu 3 bye week, merci les gars. je le vois tellement arriver comme ça, le scénario, c'est tellement possible. Allez, je vais passer à mon gros dossier. Moi, clairement, je suis pas dans le haut du panier. Je suis pas du tout dans le haut de la classe. C'est cette course étrange au first pick de la draft 2025. Et quand je dis étrange, en vrai, je cible une équipe. Et les Giants, qu'est-ce que vous faites? Les mecs décident de gagner le match de la saison qu'il faut pas gagner, quoi. Enfin,
ils étaient à ça de s'assurer le premier choix avec une belle défaite. Franchement, fallait y aller, fallait juste perdre. C'est pas comme si les Giants ne sont pas la reconstruction qui partent du plus loin. Ils ont réussi leur dernière draft. Globalement, ils savent de quoi ils ont besoin. Mais le numéro 1, c'est quand même un asset magnifique à transférer. Alors, moi, je comprends les mecs qui ont un job à défendre. Hein. Drew Lock, il a peut-être envie l'année prochaine d'être backup d'une équipe et d'un QB un peu boiteux pour se redonner une chance de choper un poste. Il y a des mecs qui ont des contrats assurés, ça je le comprends totalement. C'est peut-être même le meilleur exemple de le tanking total, c'est compliqué à mettre en place. Mais waouh, là j'ai plus la draft picture en tête, mais du coup je crois que c'est les Pats actuellement qui détiennent le 1, avec les Titans en 2. Ouais. Je dois t'avouer que ça m'a fait plaisir de voir ça. Sachant que vous n'avez pas forcément besoin du 1, donc que vous allez sûrement le chercher à le monnayer. Ouais, je sais pas à qui, mais ouais. Bah, peut-être aux Titans s'ils ont envie de s'assurer un QB. Après, c'est s'ils ont une cible, quoi. S'ils ont une cible et qu'ils se disent qu'il y a vraiment un mec au-dessus du lot, ils ont tout intérêt à prendre le 1, quitte à ce que ça coûte un petit peu. Plutôt que de laisser une équipe, genre les Riders, passer devant et genre de lâcher le seul joueur qu'ils auraient sur leur liste. Et je connais pas du tout bien les prospects quarterback à venir. Hein. J'ai eu l'impression que c'était pas non plus une classe de QB absolument incroyable, mais en fait, c'est peut-être ça qui fait que la course, elle est ultra étrange et que les équipes n'ont pas spécialement toutes envie de perdre. Que je vois le Jags Titan, enfin... Vraiment, j'ai eu l'impression que les Jags jouaient pour gagner, quoi. Et je me suis dit, pourquoi les gars, en fait, vous allez passer devant nous, donc descendre à la draft, enfin... Ouais, après, les Jags, ils sont pas en totale reconstruction, ils ont des bons joueurs. Mais je comprends le biais. C'est pareil. Mais comme on a dit, en fait, c'est difficile de faire avaler à des joueurs, parce que les Giants, ils restaient sur 10 défaites consécutives. T'as aussi l'ego de joueurs qui rentrent en ligne de compte, en fait. Tu peux pas forcer des équipes à perdre. C'est quasi impossible. On en parlait il y a quelques semaines avec Brian Flores à Miami, où là, c'était carrément le GM et le propriétaire qui avaient un petit peu tanké eux-mêmes. Sauf que quand tu es sur la sideline, quand tu es sur le terrain pour les joueurs, le discours, tu peux pas l'entendre. Tu as des contrats, à obtenir. Surtout sur les 2-3 dernières années, il y a beaucoup de contrats sur 1 an. On en avait parlé justement pendant les bilans d'intersaison où tu as l'impression que fais tes preuves, on te donne un contrat d'1 an, tu fais tes preuves, puis après on te re-signe. Il y en a énormément qui sont dans ce cas-là. Mais c'est plutôt lié pour le coup au salary cap, je pense. Mais ça veut dire que c'est très compliqué d'être joueur NFL, dans le sens où d'une année sur l'autre, tu peux ne plus rien avoir, donc tu peux pas laisser passer 10 défaites consécutives et dire je suis content parce que ma franchise, elle aura le premier pick. Ça se trouve, l'année prochaine, tu seras plus dans cette franchise et tu n'auras même plus du tout de franchise, quoi. Donc, tu es obligé de te montrer, tu es obligé de faire des choses. Parfois, c'est les coachs qui mettent un plan de jeu en place pour perdre. Ça peut arriver aussi. Mais écoute, Brian Daboll, il n'a plus rien à perdre. De toute façon, tout le monde sait, et lui-même, je pense, doit le savoir, qu'il est viré à la fin de saison. Donc maintenant, YOLO, quoi. Vas-y, on met des choses en place pour montrer. Pour montrer, pour que les Giants ils gagnent le maximum de matchs ici à la fin de saison. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que pour moi, tu peux montrer des choses et perdre. Tu vois, pour moi, il faut savoir où placer le curseur. Ouais. Genre là, les Colts, tu pouvais leur passer 30 points, montrer plein de belles choses et perdre. Tu n'avais pas besoin de leur en mettre 45 et d'aller chercher la victoire. Même si du coup, oui, dans le bilan, peut-être même qu'il y a des primes pour des joueurs liés à des paliers, à des trucs qu'ils font. Et les Riders, pareil, ça repart de très très loin. T'es Aidan O'Connell, tu comprends très bien que l'année prochaine, t'es pas le QB titulaire des Riders, donc t'as envie de montrer des choses. Mais waouh, genre aller gagner ce match contre les Saints, pour la franchise, ça n'a aucun sens. Le problème des Raiders, c'est qu'ils sont tombés là sur 2 équipes qui, eux, tankaient ouvertement, quoi. Ouais. Enfin, vraiment, les Saints, Ouais, mais les Saints, tu tankes en ayant déjà 5 victoires. C'est pas vraiment T'as déjà trop de victoires, en fait, par rapport aux équipes que t'as derrière toi. Ouais, t'as le top 10, quoi. Top 10 de draft, t'as normalement un bon joueur, pas un joueur directement élite, mais un bon joueur. Ouais, mais... Tu vois, vu que cette année, il n'y a pas de hiérarchie claire au sein des prospects, j'avoue,
pour moi, en fait, en dehors des franchises qui ont besoin d'un QB et qui ont tout intérêt à être haut, parce qu'on sait qu'à la draft, voilà, souvent, les gens s'éclatent, ou avoir un haut asset va te permettre de trader peut-être pour un joueur aussi. On verra ce que ça donne, mais ouais, voilà, j'étais un peu stupéfait. Je voyais les résultats, je disais, mais attends, eux, ils jouent. Pourquoi ils font ça? Tu l'as dit, hein, genre les Jags qui sont pas en reconstruction. En fait, pourquoi tu vas gagner ce match? Après, moi, je me suis habitué à voir les Titans perdre, donc ça va cette saison. ça se passe plutôt bien. J'étais pas surpris. Petite anecdote, hein, je m'énerve tout seul devant les matchs. J'étais devant la red zone, je vois les Titans qui se font gifler par une équipe enfin, se faire gifler par Mac Jones, c'est quand même compliqué. Et en fait, ma copine m'a dit, mais en fait, toutes les semaines, tu te plains que les Titans perdent. J'ai l'impression d'entendre ça depuis 2 ans. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans que ça devenait vachement compliqué. Mais les Titans, il y a un petit espoir à chaque fois au début de saison. Et puis après, tu te rends compte que non. C'est surtout qu'en dehors des 2 dernières saisons, avant ça, tu sors de saisons en positif, voire de saisons où tu es en haut de la FC en termes de bilan. Genre, la chute a été quand même vachement brutale. On en vient à se dire, putain, Ryan Tannehill, ça jouait au ballon, c'était pas si mal. Même à 39 ans, on pourrait pas lui proposer un contrat. Non, mais tu vois, c'est là où j'en viens à être tolérant avec des mecs genre Sam Darnold, à me dire, bah en fait, c'est peut-être ce même genre de profil, genre qui, une fois que, même si je pense que Darnold a un peu plus de talent que Tannehill, mais où genre, une fois que tu as trouvé ta maison, peut-être que ça peut bien tourner, quoi. Je trouve que Tannehill au Titan, c'était ça. C'était le mec qui avait trouvé le bon endroit, le bon système, qui était entouré des joueurs qu'il fallait autour. Et bon, ça a jamais fait une grosse percée en play-off, mais voilà, t'étais là en saison régulière, t'as même gêné un peu les Chiefs et tout. Enfin, il y avait des trucs intéressants, quoi. T'es allé en finale de conf, ou demi? Je crois que c'était finale contre les Chiefs. Ouais, ou même... où ils tapent les Ravens sur la wildcard, et après, je crois que c'est ça, ils vont en... Mais je sais plus si c'est ce match-là ou si c'est sur un premier tour, ou même tu mènes du genre de 10 points contre les Chiefs. Ouais, c'est celui-là. Et je me rappelle, j'arrive à la mi-temps, je sais qu'on va perdre, et genre j'y crois pas une seconde, mais je me dis putain quand même, ce qu'on a montré est pas mal. Je me dis déjà à la mi-temps avec 10 points d'avance, ce qu'on a montré est pas mal. Je crois que c'est les demi. Ouais. C'est les demi-finales, et enfin le divisional. Et du coup, en finale de conf, les Chiefs, pareil, sont menés de plus de 20 points par les Texans, et ils gagnent ce match. Ouais. Mais tu parlais justement des Jaguars, pourquoi tu tankes pas et tout. Tu parlais de Mac Jones, c'est pareil, Mac Jones, il est à la recherche d'un contrat. Ouais. Il arrive à la fin de sa 4e année, la 5e année n'a pas été levée. Pour lui, il est obligé d'essayer de jouer son meilleur football parce qu'il veut un contrat pour l'année prochaine. Travis Etienne, ça va être la même chose. De mémoire, son option de 5e année n'a pas été levée, donc il doit jouer aussi pour un nouveau contrat, tu vois. Donc, il y a des joueurs qui jouent. Il y a des joueurs qui jouent pour avoir de l'argent, pour continuer à être en NFL. Donc, c'est en ça où c'est quasi impossible de tanker, ou en tout cas que les joueurs ne peuvent pas tanker. C'est pour ça qu'on aura toujours cet élément-là, nous, d'insister sur le fait que c'est quasi impossible pour les joueurs, et que s'il y a du tanking, ça vient d'un peu plus haut, soit de la sideline, soit du GM et du président. Ouais, si un GM veut tanker et qu'il a un coach qui sait qu'il va se faire virer, c'est ultra compliqué. Genre, le mec, t'es obligé de lui dire non mais t'inquiète, t'auras une petite place dans l'organigramme. Non, mais pour reprendre ce qu'avaient fait les Dolphins, c'était ça, ils avaient envoyé Fitzpatrick aux Steelers. C'était ça, cet aspect de tanking, en fait, c'est d'envoyer les meilleurs joueurs dans d'autres équipes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux construire une équipe potable quand t'envoies tes meilleurs joueurs dans des équipes en plus dans la même conférence. Bon, après, en soi, ça jouait pas non plus les playoffs côté Dolphins, mais c'est un système qui fait que voilà, tu comprends que ça tank sans le dire ouvertement parce que t'as pas le droit en NFL, mais quand tu commences à envoyer tes meilleurs joueurs, oui, c'est que t'as pas envie de gagner et que tu veux être le plus haut possible à la draft. Donc, ouais, et puis même, en vrai, ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que les gars, s'ils ont été draftés ou signés en NFL, c'est quand même qu'il y a un bout de talent. Et tu vois, tu prends l'exemple des Jags, encore une fois, c'est un des meilleurs exemples. T'as Trevor Lawrence qui est pas là, t'alignes quand même un gars comme Mac Jones, qui est un joueur haut drafté, qui avait un gros potentiel. Sera peut-être jamais un titulaire en NFL, mais le gars, sur un échantillon de match, un peu l'exemple Dobbs de la saison dernière, ouais. Tu sais que sur 3, 4, 5 matchs, il est capable d'être bon.
qui te portera jamais très loin, mais qui est capable de te faire gagner des matchs, et que si lui, il a envie de se montrer, il est peut-être capable de jouer à 110% sur un échantillon et de foutre en l'air tes plans de tanking, quoi. Mais c'est que lui, il joue pour être backup. Donc, parce que s'il y a 32 meilleurs quarterbacks que lui en NFL, mais il joue pour être backup, tu prends un petit chèque à 7 ou 8 millions, et puis voilà, t'es bien. Ouais, tu prends ton 8 millions sur 2 ans derrière un titulaire un peu incertain, où le nombre de mecs qui doivent rêver d'être le Darnold de cette année, ou le Jared Goff qu'on pensait qu'en transition chez les Lions, et qui au final est à la tête d'une des meilleures attaques de la ligue. Enfin, je pense que là, tout ce range de quarterback, les Mac Jones, les O'Connell, les gars encore un peu jeunes qui ont montré qu'ils pouvaient jouer sur quelques matchs, je pense que les gars, ils se disent « Ah, mais ça va venir. » Darnold, c'est moi l'année prochaine. Ouais, le Sam Darnold roule. Allez, on va passer à l'évaluation top équipe, flop équipe. Écoute, je vais commencer parce que je vais pas faire très long. En top équipe, j'ai mis les Commanders. Comme je le disais, je trouve que ils se sont imposés dans ce qui était pour moi un peu le deuxième match très intéressant de la semaine. Et équipe menée par un quarterback jeune. Mais pareil, ça renforce mon inconfort à pronostiquer la NFC, parce que les Commanders, ils vont pas être à prendre à la légère. Ils vont pas gagner leur div, puisqu'elle est pour les Eagles. Donc, ils vont avoir un seed entre 5 et 7. Probablement même plutôt, vu qu'il y a aussi la NFC Nord, probablement seed 6, en fait. Je crois que c'est à peu près... Ça va jouer avec Pittsburgh. Ça va être avec Pittsburgh. Ouais. Parce que c'est les Ravens qui sont en tête. Mais ils sont en NFC, les Commanders. Ah oui, merde, pardon. Oui, effectivement. Je me disais, ouah, j'ai raté un déménagement. Non, parce que tu vas avoir du coup Lions ou Vikings qui vont gagner la div, donc l'autre équipe qui va être 5. Non, celle des deux qui ne gagnent pas. En 6, ça va jouer avec les Packers, en fait, pour le seed 6. Et du coup, qui est-ce qu'on aura en 7 ? J'oublie une équipe. Tac, conférence. Les Vikings, Packers, Commanders et Lions ou Vikings, en fait. Packers, Commanders. Ouais, donc ils ont en fait. Et Rams en 4. 3 ou 4. Ah mais oui, les Rams gagnent leur div, donc en fait, eux, ils vont être... Putain, mais en fait, ils peuvent être 7ème. Ils peuvent avoir le seed 7 et jouer le 2. Là, actuellement, c'est les Eagles contre les Packers, 2 et 7. Les Rams contre les Commanders, 3 et 6. Et les Bucks contre les Vikings, 4 et 5. Mais vraiment, je vous le dis maintenant. Sur le Discord, va falloir envoyer les pronostics. Le mec qui fait un perfect sur la NFC, et s'il est là au Super Bowl, je lui paye une bière. Pour moi, ça va être impossible de faire un perfect sur la NFC. Va forcément y avoir un truc qui déraille. Les mecs, en dehors des Rams, qui en tant que vainqueurs de division, et encore, ils accumulent pas mal de victoires, on va avoir que des équipes à 11 victoires et plus. Oui. C'est incroyable. Et du coup, là, les Commanders ont probablement éliminé les Falcons. Je pense que ça va être... c'est pas encore officiel, mais je pense que ça va être compliqué. Il faut que les Falcons gagnent, que les Bucks perdent de leur côté. Je crois que les Bucks jouent les Saints. On a très bien vu que les Saints, la volonté, c'était pas trop d'empiler les victoires. Donc en tout cas, les Falcons sont plus leur destin en main. Les Commanders ont fait le taf jusqu'au bout. Et surtout, cette année, j'ai pas le nombre de matchs en tête, mais ils ont gagné énormément de matchs serrés. Et en fait, gagner des matchs serrés en saison régulière, je trouve que c'est un très bon indicateur pour les playoffs. Le nombre de drives décisifs menés par Jayden Daniels, le nombre de fois où, pour un rookie, il a tout le temps les bonnes prises de décision. Là, sur ce match, il a fallu qu'il court un peu plus, il l'a fait. On savait qu'il était très bon à la course, mais waouh! Là, il a fait quoi ? Il a fait genre 130 yards au sol, un truc comme ça. C'était hallucinant. Vraiment hallucinant. Et en fait, même cette défense, elle est vraiment pas si mal. Ouais, il a fait 127 yards à la course.
Et ouais, cette défense, les Commanders, ils ont pris 17 points en première mi-temps. Et bah, ils ont fermé les vannes. Ils en ont pris que 7 en deuxième, qui était dans le quatrième quart. Ils n'ont pas pris de points du troisième, pas de points en prolongation. Moi, je suis impressionné, vraiment. Et ces Commanders, ils vont débarquer en play-off en disant « Mais nous, on n'a rien à perdre. » Et c'est le genre d'équipe qui, pareil, ça va faire mal au crâne. Il suffit que les quelques joueurs d'expérience sortent un bon match au bon moment. Et typiquement, je cible Latimore, qui a déjà l'XP de ces moments-là, s'il arrive à être physiquement apte. Je les trouve effrayants parce que vraiment, ils arrivent. S'ils perdent, bah, ce sera normal. Parce qu'ils vont commencer les playoffs en étant en seed 6 ou 7, on n'attend rien d'eux, ils ont un QB rookie. Et s'ils font l'exploit, attention à la prise de confiance de ce genre d'équipe. Hein. On peut avoir les Texans de l'année dernière qui viennent et qui foutent le bordel. Bah, comme tu disais, il y a un Commanders Vikings et le match commence à être serré. Waouh, je suis les Vikings, je suis pas serein. Hein. Donc voilà, je voulais souligner encore une fois ce bon travail des Commanders. Tu parlais des game-winning drives de Jayden Daniels. Il y en a 4 cette saison. C'est incroyable. Enfin, 5 d'ailleurs, si on compte celui... non, 4 avec les Falcons. Pardon. Incroyable. Franchement... Ouais. Et puis ouais, le mec... c'est vraiment, en plus, il sort des actions de grande classe, quoi. Il marque les esprits. Il marque les esprits à chaque fois. Et c'est efficace. En plus d'être beau, c'est efficace, quoi. Moi, je suis dans le wagon et je suis pas loin de m'asseoir tout devant, quoi. Mais tu vois, pareil, genre, on en parlait tout à l'heure avec Burrow, meilleur QB, nana. Genre, Jayden Daniels, pour moi, il est crédible dans la course au MVP. Hein. Il est un peu juste encore. Non, mais voilà, en fait, pour moi, il est pas top 3, mais tu me dis que... en fait, tu me donnes un... Si on part du principe qu'il y a quasi que des QB et que tu me dis je mets aller Allen en 1, Lamar en 2, Burrow en 3, Goff en 4 et en fait mon 5e c'est Jayden Daniels, je suis pas choqué, même si Herbert peut le mériter, même si tu vois, il y a d'autres joueurs qu'on peut citer là, mais ça fait combien de temps en fait que les Commanders ils ont pas été aussi bons que ça? Ça fait un petit paquet de temps. Je suis pas un spécialiste de la franchise, mais je pense que les Commanders à 11 victoires, waouh. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ça remonte à quand, mais là ça va faire une dizaine d'années que je suis la NFL, j'ai pas trop le souvenir d'avoir vu les Commanders à ces niveaux-là, quoi. Il y avait eu la période avec Robert Griffin, période qui coupait court, hein, mais parce qu'il s'était blessé pendant sa saison rookie, mais oui, effectivement. Écoute, toi, PA, t'as une équipe qui a un top bilan, mais qui a rarement été dans les top équipes de la semaine. Ouais, parce qu'ils faisaient pas forcément des top matchs, en tout cas sur l'intégralité des escouades. Là, j'ai les Chiefs qui ont quand même vraiment impressionné contre les Steelers, qui donnent l'impression de monter largement en température là sur la fin de saison et qui commencent, encore une fois, à faire très peur, quoi. Ils ont été bousculés, pas vraiment, mais voilà, ils commencent le match avec 2 touchdowns à 0, donc ils mènent assez rapidement 13-0. T'arrives comme à la mi-temps 13-7, il y a un échange en retour de mi-temps de field goal, donc tu te dis quand même qu'il y a un match, tu vois, ça mène 16-7, puis 16-10, les Steelers mettent un field goal, et puis en 3-4 minutes, finalement, ils mettent un touchdown, donc ils passent à 22-10. Drive d'après des Steelers, fumble, recouvert par les Chiefs, touchdown pour les Chiefs, et tu passes à 28-10 en 20 à 2 minutes 30. En 2 minutes 30, ils ont plié le match. Ça fait un peu peur, parce qu'en playoff, on les a vus déjà faire, ils savent le faire, même en playoff. Donc ça fait un peu flipper, parce que ça donnait l'impression que les Steelers étaient dans le match. Et puis, pendant un quart-temps bien rempli, un quart-temps et demi même, ils sont complètement blanchis, mettent 0 points, et puis ils s'en prennent la bagatelle de 15-16, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner, parce qu'on a eu l'impression que la ligne défensive des Steelers, elle arrivait aussi un petit peu à bout de souffle. TJ Watt a l'air quand même un petit peu blessé.
Donc, à voir ce que ça va donner en playoff. Si cette ligne offensive-là, qui a très bien protégé Mahomes sur ce match-là, réussit finalement à garder ce niveau durant les playoffs. Ça avait été le cas l'année dernière. C'est ça aussi qui me fait dire que cette année, ça peut être reconduit de leur côté. Mais l'adversité a l'air un peu plus importante cette année en AFC. Donc, ça va pas être simple pour les Chiefs, encore une fois. Et comme tu disais, ça peut aussi s'auto-tirer dans les pattes sur les 3 matchs qu'il y aura en AFC sur la wildcard week-end. T'es pas à l'abri que le 2, le 3 ou le 4 se fassent sortir et que du coup, ça laisse une petite autoroute, encore une fois, pour les Chiefs pour aller au Super Bowl. Donc, ils ont été impressionnants. Il y a eu des retours de certains joueurs, notamment en attaque. Hollywood Brown qui commence un petit peu à se montrer. Pacheco qui devrait être de retour pour les playoffs. Il y a toujours Hopkins. On sent que Mahomes commence aussi à retrouver un petit peu son rythme. Alors, c'est toujours plus facile aussi quand il a du temps pour lancer. C'est toujours la même chose. Il va falloir une équipe qui mette énormément de pression sur la O-line pour pouvoir déranger ces Chiefs-là, encore une fois, cette année. Ouais. Les problèmes de O-line, malheureusement, ça me rappelle l'année où les Chiefs perdent contre les Bucks de Brady et où justement au Super Bowl il s'était pris des marées, il avait pas du tout de temps, mais ce qui est effrayant c'est que déjà à l'époque sans O-line il était au Super Bowl quoi. Et que même son Super Bowl est quand même pas dégueulasse. Il y a des drops en plus fâcheux de la part de ses receveurs, notamment Tyreek Hill sur cette année-là, et à ce moment-là aussi ils avaient une défense moyenne. La différence, c'est que la défense, elle est excellente, vraiment excellente. On compte plus le nombre de matchs où l'attaque adverse a fini à moins de 20 points. Enfin, en NFL moderne, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et ne pas oublier que sur ce match-là, il n'y avait pas Chris Jones, qui est l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe, quoi. Donc, ça tourne extrêmement bien. Alors, on sait que sur un match, quand ton joueur star n'est pas là, les autres peuvent compenser et que c'est souvent sur la durée où ça peut être un petit peu plus compliqué, notamment en play-off quand le niveau aussi des adversaires monte crescendo, ça évidemment. Donc je pense que le retour de Chris Jones sera très attendu, mais c'était quand même ultra impressionnant. Donc voilà, je pense que c'est un mélange en fait entre une montée en puissance des Chiefs et une certaine descente un petit peu des Steelers sur la fin de saison. On en avait parlé, leur calendrier aussi allait leur permettre de se mettre bien en confiance et avoir un super bilan jusqu'à la moitié de saison et ensuite rencontrer des équipes extrêmement redoutables sur la deuxième partie. Ils ont aussi à taper quand même 2 matchs sur cette période-là, donc bravo à eux. À voir ce que ça va donner contre les Bengals en semaine 18, mais effectivement, on a l'impression qu'ils arrivent un petit peu en bout de course, les Steelers. Ouais. Là où, comme d'habitude, je dirais, les Chiefs, ils montent en puissance, donc... Ça fait peur pour les playoffs. À l'instant T, sur un match, est-ce qu'il y a une équipe, ou plusieurs d'ailleurs, en NFL, que tu pronostiquerais dans une rencontre contre les Chiefs ? Ouais. J'en vois 3. Toutes NFL confondues. Ouais. T'en vois 3, putain. Bills, je pense que tu les mets dedans. Bills, Eagles. Ouais. Tu mets les Ravens, ok. Pour moi, le meilleur scénario des Chiefs, c'est que ça s'entretue entre Bills, Bengals, ils arrivent en finale de conf contre les Riders. Je pense que contre les Ravens, je pense que les Ravens, ils voient pas le jour. Le souci, c'est que tout va se jouer à Arrowhead. Donc, si c'est pas les Bengals ou si c'est pas les Patriots, il y a aucune équipe qui a battu Mahomes dans son nom. Ouais. Maintenant, c'est des équipes qui ont un jeu de course établi. Les Bills, les Ravens et les Eagles. C'est aussi pour ça que, et tu vois, j'aurais même pu parler des Lions, mais les Lions, c'est juste que défensivement, ils vont être très courts dans la course au playoff. Mais c'est pour ça que je vois plutôt ces 3 équipes, c'est-à-dire que tu vas avoir la gestion du chrono, tu as moyen de leur faire mal à la course. Encore faut-il appliquer ton plan, quoi. Les Ravens. Les Ravens, ouais. Mais voilà, je vois en fait encore pour les Chiefs, encore une certaine faiblesse sur le jeu de passe. Donc en fait, c'est le but du jeu. Alors c'est très facile à dire, mais ça serait d'appuyer au sol et de faire des play action. Il y a une équipe qui est ultra performante dans ce jeu-là, c'est les Ravens. Donc, mais comme tu as dit, ils vont peut-être s'entretuer. Les Bills sont 2, les Ravens pour le moment sont 3. Les Chiefs, ils vont pas les croiser avant la finale de conf.
Ouais, Donc, il faudra se débarrasser. eux, ils sont tranquilles dans leur fauteuil, encore une fois. Il faudra se débarrasser des Bengals. Ouais, s'ils se qualifient. S'ils passent, ouais. Ouais, c'est marrant. J'avoue que les Ravens, je l'aimais pas. J'ai l'impression que mentalement, les Bills sont peut-être les seuls à être prêts parce qu'ils ont déjà subi ces échecs. Je pense qu'ils s'approchent pas loin de cette formule. Et je peux pas donner les Bengals parce que leur participation en playoff est encore trop incertaine. On va en parler après. Mais tu vois, j'ai l'impression que les Ravens, c'est les Bills d'il y a 1 ou 2 ans. Ils ont pris une première gifle, ils vont revenir, ils vont peut-être faire mieux, mais ils seront pas encore assez près de toucher les patrons, quoi. Cette année, disons qu'ils ont perdu un petit peu sur la ligne offensive, mais malgré tout, elle reste d'un très bon niveau. Je suis assez surpris là-dessus du côté des Ravens, et surtout, ils ont Derrick Henry. Ouais. Par rapport à l'année dernière. Et c'est là où ça peut faire la différence. Et je te dis, en fait, d'appuyer vraiment au sol, d'essayer d'établir un vrai jeu au sol, ce qui n'est pas évident face à cette très bonne défense des Chiefs, parce qu'ils sont très bons dans ce domaine-là aussi, mais de pouvoir derrière établir un plan de jeu avec des play-action, avec des jeux de course de Jackson un peu déguisés, de ne pas en faire trop, mais d'en faire suffisamment pour gagner des first downs. Et c'est là où ça pourrait les mettre en difficulté, je pense. Et tu vois, on parle de plan de jeu, je sais même pas ce qui est le plus intéressant à faire contre les Chiefs, parce que tu te dis, j'égrène le chrono, j'en fais un match un peu serré, un peu dur. Les Chiefs cette année, comme tu le disais, en défense, les gars, ils encaissent pas de points, ils sont effrayants, et ils sont capables de te sortir un drive offensif et un drive défensif magique et de renverser un match. Et à côté de ça, tu te dis, ouais, mais en même temps, est-ce que vraiment j'ai envie de faire une bataille tout feu tout flamme face à Patrick Mahomes, Travis Kelce, Andrew Hopkins, franchement, ça va encore donner la migraine de pronostiquer contre les Chiefs. Hein. Tant qu'ils n'ont pas perdu, moi, je parie pas contre eux. Je crois que c'est le meilleur conseil que vous pouvez recevoir pour attaquer 2025. Ça vous aura apporté 15 points sur les pronostics cette année. Ouais, non mais oui, c'est incroyable. Allez, flop équipe. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Là, moi, j'ai mis les Colts, qui ont donc perdu contre les Giants et qui sont définitivement éliminés de la course aux playoffs. Pas que les Colts avaient énormément d'espoir de faire les playoffs. Ils n'avaient pas non plus toutes les cartes parfaitement en main. Mais en fait, leur saison est ridicule. Et j'en ai déjà parlé. Je suis pas sûr de comprendre totalement le projet. Là, tu perds un match qui fait dire que c'est totalement mérité de ne pas aller en play-off. Je suis pas sûr que leur saison soit riche en enseignements parce que t'es toujours pas sûr de ce que t'as en Anthony Richardson. Tu sais ce que t'as en Jonathan Taylor que t'as payé, prolongé, mais tu sais aussi que t'es à un bobo de regretter son contrat. Tes receveurs, je suis même pas sûr que tu vois clair dans ta receiving room parce que Pittman, est-ce que c'est vraiment un 1, c'est plutôt le 2 d'un bon receveur. Dons, je sais pas trop. Enfin, cette équipe, j'ai plein d'interrogations et je pensais que la défense était un peu une de leurs rares certitudes et je la trouvais un peu cohérente. Mais est-ce que quand tu prends 45 points contre les Giants en lâchant comme ça, alors que tu avais encore des minces espoirs de play-off, est-ce que finalement cette équipe elle est armée pour faire quoi que ce soit? Vraiment, les Colts, je suis perdu. Alors en tant que fan des Titans, c'est pas pour me déplaire, mais en fait, je me pose des questions. Là, ta saison elle est finie. Qu'est-ce que tu fais à l'avenir? T'as fait un match vraiment horrible. Alors après, comme on le disait, hein, là les Giants, il y a plein de mecs qui ont des choses à jouer, des contrats à assurer ou tout ce qu'on veut, et ils ont envoyé du lourd. Malik Nabers, il est intenable et très clairement, c'est pas la défense des Colts qui a pu le ralentir. Mais waouh! Vraiment, côté Colts, je suis déçu. Je les mets en flop cette semaine-là parce que je les ai qu'un petit peu évoqués dans la saison et finalement, c'est un peu pour leur faire un petit bilan rapide, mais ouais, je suis pas confiant pour leur avenir. J'ai l'impression que c'est une équipe qui va bientôt bottom, qui va bientôt aller tout en bas et relancer un nouveau cycle. Parce que je suis pas sûr qu'ils vont avoir la patience avec Anthony Richardson. Je suis pas sûr que l'année prochaine, il sera déjà assez prêt.
Sauf si vraiment il travaille tellement pendant l'intersaison que ces énormes qualités physiques deviennent aussi des qualités footballistiques. Mais ouais, ils ont clairement laissé passer leur fenêtre. C'est pas tout nouveau que je dise ça des Colts, mais là je trouve que c'est vraiment entériné. Je pense que ce qui reste de bons joueurs sur la O-line et la D-line, va falloir les faire partir. Et ouais, j'avoue que j'ai aucune vision de quand est-ce que les Colts vont redevenir compétitifs, mais je pense que les 3-4 prochaines années vont être ultra dures. Et je pense que cette fin de saison est vraiment pas belle pour eux. Ouais, j'étais en train de me dire, la défense a peut-être un peu lâché. En fait, quand je regarde le bilan de la saison, il y a eu quand même beaucoup de matchs où ils se sont pris 20 points en plus. Donc, ça n'a même pas été une réelle force cette année. Là où ils avaient déjà investi la draft, puisque leur premier tour, c'était un edge. Je serais moins négatif que toi sur le corps de receveur. Je pense qu'il est complémentaire. Josh Downs, dans le slot, c'est un super receveur. Pittman, si le double teamé, c'est compliqué, mais ça veut dire que ça laisse aussi de l'espace pour d'autres. Donc, ouais, peut-être qu'il leur manque un tight end vraiment sous balle de sécurité. Et puis, je te rejoins, de toute façon. Richardson, tu disais, ils sont en reconstruction. Il y a 2 ans, ils étaient 4e pick de draft. Et c'est comme ça qu'ils ont pris Richardson. Par défaut, probablement. Parce qu'il y avait d'autres QB au-dessus qu'ils auraient préféré, probablement aussi. Mais ouais, c'est difficile de voir. On a vraiment l'impression que là, ça va être une équipe ventre mou du championnat, comme on dit, quoi. C'est une équipe qui va osciller entre le 9-8, le 8-9 chaque saison. Ah, tu penses ? Moi, je les vois plus bas. Il y aura toujours des armes tant qu'ils gardent la ligne offensive qui a tendance à baisser les dernières saisons. Il va falloir un renouvellement là-dessus, mais il y a quand même de la qualité sur les 2 escouades, offensive-défensive. Comme dirait Jeff Fisher, c'est 7-9 bullshit, quoi. T'es clairement dans une équipe en 7-9. Toutes les saisons. Donc ça va osciller. Il y a peut-être un moment où ils vont complètement exploser, ils feront 3 victoires, et d'autres moments où ils seront peut-être à 10 ou 11 victoires par l'intermédiaire de matchs un petit peu remportés sur un coin toss, quoi, enfin sur la pièce qui tombe du bon côté. Mais globalement, pourtant l'effectif est pas mauvais sur le papier, mais pour moi, ouais, c'est milieu de tableau, c'est 8-9, 9-8. Ah ouais, moi je suis bien plus pessimiste, mais par un jeu de chaise musicale aussi. C'est que je pense qu'au bout d'un moment, il y a des équipes plus basses en AFC qui vont progresser. J'en vois pas tant que ça dans les équipes là qui sont bonnes cette année régresser aussi. Genre, tu vois, quand tu prends le classement, les Chiefs, je pense que du moment qu'il y aura Mahomes, ça ira. Les Bills, ça ira. Les Ravens, il n'y a pas de raison. Les Steelers, à voir, mais tu te rends bien compte que même avec Kenny Pickett, ils font des saisons en positif, donc je suis pas inquiet pour eux. Les Chargers, je les vois pas régresser. Les Texans, normalement, ça devrait pas descendre. Les Broncos, il faudra voir la confirmation Bonix, mais c'est plutôt bien coaché. T'as un QB qui a l'air solide, t'as une défense qui a toujours fait le taf. Moi, les équipes pour lesquelles je suis un peu inquiet pour l'avenir, c'est potentiellement les Dolphins, les Colts. Mais après, ce qu'il y a plus bas, tu vois, les Jags, à voir ce que ça va donner, mais c'est pas censé être en 4-12 tous les ans avec ce qu'ils ont. Les Browns, pour moi, ils sont à incuber d'être justement ce genre d'équipe, à être en 9-8 ou mieux. Les Pats vont progresser. Les Titans, j'ai pas envie de me porter la poisse, donc je dirai rien. Mais voilà. En vrai, les Colts, je les vois bottom 5, bottom 6 de l'AFC pour les 3-4 années à venir. Ça s'entend. Tout va dépendre encore une fois de la free agency et de la draft. C'est toujours la même chose. Si tu arrives à trouver des bons joueurs sur des tours un petit peu lointains, 3, 4, 5, des joueurs, tu vois, des titulaires bons en NFL, ton équipe, elle peut tout de suite step up ou en tout cas se stabiliser. Éviter qu'une blessure d'un joueur majeur te porte vraiment préjudice. Mais là où il va être en difficulté, c'est sur le poste de quarterback. C'est le poste le plus important, en tout cas en attaque. Et pour l'instant, il y aura toujours cette interrogation. Tant sur le niveau de jeu de Richardson, où on a des interrogations, que sur son physique, parce que oui, il a un physique de déménageur, mais il est quand même très souvent blessé. Encore une fois, là, c'était Joe Flacco titulaire, parce que Richardson était blessé. C'est difficile de construire une équipe avec un QB qui peut exploser à tout moment ou qui peut se blesser à tout moment ou sur lequel tu te dis que dans la saison, il va louper 4, 5, 6 matchs. C'est difficile de bâtir quelque chose dessus, je trouve.
en plus de l'aspect technique et talentueux du joueur, tu vois. Donc, je serais à la place du GM, j'aurais quand même des très grosses migraines pendant l'intersaison, sincèrement. Donc, ça va être très simple, hein. On en parlait un peu tout à l'heure, mais les Mac Jones, les Aidan O'Connell. Mais après, eux, ils ont déjà tenté avec des QB sur la fin de carrière, on va dire, sur la pente descendante, avec des Rivers, avec des Matt Ryan, avec tout ce que tu veux. Donc, je pense qu'eux, ils ont été vaccinés là-dessus. Peut-être que ça va être une équipe qui va tenter Sam Darnold, tu vois. Mais c'est difficile au bout de 2 ans de mettre... alors, ça serait couillu, mais c'est difficile quand même de prendre la décision au bout de 2 ans de mettre un terme au projet de ton quarterback que tu as pris en 4e pick de la draft. C'est juste ça, en fait, ma difficulté. S'il ne l'avait pas pris, je ne me poserais pas de questions. Je me dirais, c'est bon, il sent sur un QB qui a bien performé cette année, ils vont donner un pactole et très bien. Mais là, c'est toujours le même GM, c'est toujours le même coach. Je trouve ça difficile de C'est un peu l'aveu d'échec, quoi, si tu le fais maintenant. C'est ça, c'est de montrer au propriétaire, en fait, on s'est planté. Ouais. Donc, mais pour moi, on met un terme, mais tu nous vires aussi, quoi. Tu vois, ils vont pas le faire, en fait. Pour moi, ils vont vraiment faire une année de plus de Richardson, et c'est pour ça que je plaisantais en disant les Mac Jones, les O'Connell, mais ils vont prendre un joueur comme ça en backup, et si Richardson se blesse ou il est mauvais, les Colts vont faire une saison de Mac Jones ou de O'Connell qui vont finir en 6-11 et on sera en mode ok, on sait. Mais je pense qu'ils vont repartir 1 an de plus. Oui. Et c'est pour ça, ils vont refaire 1 an de plus, ça va pas fonctionner. Du coup, ils seront assez bas, mais sans avoir genre un top 3, 4, 5 picks. Et du coup, peut-être pas avec les meilleurs QB. Et vraiment, pour moi, ils vont avoir du mal à s'en sortir. Hein. Tu sais ce qui serait énorme, c'est que du coup, ils ratent complètement la saison prochaine. Ils sont premier pick de draft dans 2 ans. Arch Manning, qui fait une super saison avec Texas, se présente à la draft et ils prennent Arch Manning. Et là, ils repartent pour 15 ans de domination Colts Manning. Ça, ce serait incroyable. Ça serait incroyable. Et je suis pas sûr qu'il soit éligible Manning dès l'année prochaine. C'est ça mon but. Il a peut-être encore 2 ans à faire. Ouais, c'est peut-être 2026. Et pour moi, il a signé l'année dernière, donc je sais pas trop. À voir, parce que au niveau universitaire, tu as 2 ans, 3 ans, mais ça serait énorme. Ça serait génial. Allez, dans la même division, tu as ta flop équipe qui va jouer les playoffs, mais qui n'est pas sur la meilleure des dynamiques. Non, les Texans. Les Texans de Houston, on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire sur ce match-là. Mais en tout cas, ce qu'ils ont voulu faire, ça n'a pas fonctionné. Ou alors peut-être qu'ils voulaient perdre pour pas avoir rencontré les Ravens sur leur premier tour de playoff. Mais c'est compliqué. Autant l'année dernière, quand ils sont arrivés en playoff, on s'est dit, tiens, ça va être un petit poil à gratter. Ça l'avait été, parce qu'ils avaient sorti les Browns à domicile. Autant là, cette année, on ne voit pas dans quel monde ils peuvent remporter le premier match de playoff. À l'heure actuelle, ça serait contre les Steelers. Mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Offensivement, défensivement. Défensivement, ils se sont pris une marée, mais contre un Derrick Henry, un Lamar Jackson absolument sensationnel au sol. Normalement, en tout cas, cette saison, ils ont sorti des très bons matchs défensivement. Donc, je pense qu'en play-off, ils vont aussi monter leur niveau de jeu. Mais offensivement, la ligne offensive, elle prend la marée quasiment à chaque snap. Stroud, même s'il y a la pression, je ne peux pas le dédouaner de certains jeux. Il y a un play qui m'a vraiment sauté aux yeux où c'est 2 tracés similaires entre le tight end qui est allé à 5 yards de Stroud et le receveur qui est à 10-12 yards. Et en fait, ils visent le tight end parce que c'est le plus proche, ce qui ne leur permet pas de convertir la 3e tentative. Et donc, du coup, ils doivent punter là où le receveur qui était juste derrière était aussi libre. Vraiment, il avait la même séparation que le tight end. Il ne le vise pas et le receveur était au-delà du down à réaliser pour repartir sur un first down. Et quand j'ai vu ce lancer-là, je fais waouh, l'année dernière, il l'aurait tenté au receveur, quitte à la louper, mais il l'aurait tenté. Là, tu as vraiment l'impression qu'il a un vrai manque de confiance en lui, en son jeu, envers ses coéquipiers en attaque, hormis Nico Collins, encore une fois. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et, je vois pas comment il pourrait inverser la tendance en une semaine ou une semaine et demie et arriver en play-off avec un autre état d'esprit en se disant, de toute façon, c'est bon, on n'a rien à perdre. Je sais pas. Je vois la saison des Texans se terminer dans 2 semaines. Alors oui, ils ont remporté la division. Toi, tu en avais parlé que la seconde année, justement, après l'explosion, était un petit peu difficile.
Moi, je les voyais justement beaucoup plus haut, confirmés. Et finalement, ça a été très, très compliqué cette année. Donc, ils retournent en play-off encore une fois, tant mieux pour eux. Ça va redonner encore de l'expérience. Mais là, pour le coup, pour faire quoi, je vois pas trop. Après, ils ont peut-être cet espoir de jouer les Steelers et de se dire que ça passe un match et après on voit, quoi. Voilà, les Steelers, faut quand même les taper. Hein, ah oui, je suis d'accord. Même s'ils ont montré des failles contre les Chiefs, oui, c'était les Chiefs en attaque, c'était pas les Texans. Et les Texans, vu ce qu'ils ont montré, j'ai pas le sentiment que les Ravens ont une meilleure défense sur le papier que les Steelers, et pourtant ils se sont fait broyer, quoi. Donc là où ça peut jouer, oui, c'est qu'offensivement, on a l'impression que Russell Wilson, il est un petit peu dans le dur sur les 2-3 dernières semaines. Donc, ça va potentiellement un match qui va jouer avec très peu de points. Mais c'est pareil, passer un tour pour quoi faire. Alors, c'est bien, tant mieux. Tu vois, ils remportent la division. C'était un petit peu attendu et ils l'ont fait. Mais sur le rendu global, je trouve ça quand même assez inquiétant sur ce qu'ils ont montré cette année. Le début de saison était un petit peu compliqué, mais ils gagnaient les matchs. Et puis, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à en perdre, ça a été assez violent. Ils ont perdu des matchs contre des équipes très faibles. C'est bizarre cette année. Je pense qu'ils savent sur quoi ils vont devoir investir l'année prochaine. La ligne offensive et que la ligne offensive. Et remettre la tête à l'endroit à CJ Stroud, parce que tu ne peux pas me faire croire que de la première à la deuxième année, il y a un drop de performance comme ça. Je peux croire à une montée en puissance. Par exemple, Bryce Young, on a vu entre la première année et demie et la fin de la deuxième année, c'est un joueur différent. Bon, j'ai du mal à croire vraiment à une baisse de niveau à ce point-là. Je dirais une baisse de niveau toujours possible, mais à ce point-là, c'est quand même bizarre. Donc, renforcer la ligne offensive, rajouter peut-être un receveur à la draft, et puis repartir de l'avant, parce que la défense a quand même fait son taf. Ils ont un super corner avec Stingley, ils ont une ligne défensive qui fait extrêmement peur avec Anderson et Daniel Hunter. Ils ont des armes réellement pour être une très belle équipe en NFL. Et cette année, pour moi, l'attaque a failli un petit peu. Donc, à voir ce qu'ils vont faire aussi avec le coaching staff. Bobby Slowick, le coordinateur offensif, était un des coachs les plus attendus l'année dernière sur un poste de head coach. Il est resté finalement au Texan. Bon, cette année, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, à voir ce qu'ils vont faire avec lui. Oui, il aura peut-être moins de propositions. Non, beaucoup moins. Là où Ben Johnson, le coordinateur des Lions, coordinateur offensif des Lions, était resté en disant non, je vais rester avec les Lions pour voir ce qu'on peut faire cette année. Lui, sa cote, elle a encore plus grimpé de ce qu'il montre cette année. Donc, à voir si lui aussi va rester. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je regarde le salary cap des Texans, ils sont à 12 millions. Ouais, ça va être une intersaison compliquée, très compliquée de leur côté. Ouais. Pour moi, les Texans, là, avant d'entrer en playoff, ils font partie des 3 moins bonnes équipes qui vont jouer les playoffs, je pense. Déjà, je pense que parmi... T'as qui devant eux? Parce que franchement, j'ai la playoff picture. J'ai peut-être les Rams et encore. Ça me sent... non, mais c'était une équipe que j'avais en tête. Vu le niveau affiché, en fait, j'ai des matchs qui... Ouais. J'ai les Rams et encore. Et moi, les Bucks que je trouve quand même irrégulier, mais en vrai il y a discussion, genre je suis même pas sûr d'affirmer que l'une ou l'autre est meilleure. Après j'allais parler d'expérience, mais les Bucks et les Rams l'ont aussi. En vrai, en tout cas les Texans sont dans ce tiers de fond de la classe où vraiment c'est une des équipes pour laquelle je vois pas de scénario où ça va au Super Bowl, quoi. Non, j'en vois aucun. Vraiment on se pose déjà la question de passer un tour de leur côté. Donc, tu vois, d'aller encore plus loin, ça serait compliqué. Et on dit ça parce qu'on regarde aussi les 3 équipes qui sont devant eux, les Chiefs, les Bills, les Ravens. Ils ont l'air beaucoup mieux armés actuellement et ils montrent beaucoup de choses positives par rapport aux Texans. Donc, c'est aussi sur la dynamique. Mais écoute, Pierre, on va continuer cette discussion puisque pas de Thursday Night Football cette semaine. Donc, on va se faire un petit point playoff, course au playoff. Quelle équipe ont encore des choses à jouer pour conclure cet épisode? Donc là, on était déjà bien lancé dessus. À l'heure actuelle, en AFC, on a donc les Chiefs et qui ont le seed 1. On a les Bills en 2, les Ravens en 3, Houston en 4, les Steelers en 5, les Chargers en 6, les Broncos en 7. Et avec en course, en AFC encore, qui pourraient se qualifier, les Dolphins et les Bengals. Première question, qui va attraper ce 7e fauteuil en AFC, sachant que les
Broncos, nos camarades des Broncos, jouent les Chiefs qui devraient reposer leurs joueurs. En partie. En partie. Les Dolphins jouent les Jets. Qui devraient reposer leurs joueurs. Qui reposent leurs joueurs depuis le début de la saison. Et finalement, les remplaçants vont faire des meilleurs matchs que les titulaires. Ah et putain, ça c'est grave. Hein. On n'en a pas parlé parce que j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais il y aura des bilans d'intersaison pour ça. Mais Tyrod Taylor, sacré joueur. Et les Bengals vont jouer les Steelers, mais calendrier hyper mal foutu du côté de la NFL, puisque les Ravens auront joué les Browns plus tôt. Et si les Ravens gagnent, sont assurés de gagner la division, et du coup, les Steelers pourraient ne pas mettre tout leur titu, même si, je me suis fait la réflexion, même si tu sais que tu ne vas pas monter, est-ce que les Steelers n'ont pas tout intérêt à faire jouer leurs titulaires pour essayer d'éliminer les Bengals de la course au playoff? Alors, pour essayer de les éliminer, premièrement, oui, et dans un deuxième temps, pour essayer de garder leur seed 5, qui leur permettrait d'aller chez les Texans au lieu d'aller chez les Ravens. Ouais. Putain, pour moi, c'est plutôt là le biais. Mais oui, je te rejoins. Les Broncos ont toujours les cartes en main. Ça, parce qu'avec une victoire, comme je disais, je pense que c'est pas encore officiel, ou en tout cas, j'ai pas vu de trucs passer là-dessus, mais je pense pas que les Chiefs vont mettre au repos toute l'équipe, en tout cas dès le début du match, parce que ça leur ferait 2 semaines de coupure, donc quasiment 20 jours jusqu'au prochain match. Et on sait qu'en NFL, garder, tu vois, le rythme, c'est ultra important. Et 3 semaines quasiment sans jouer, ça serait compliqué pour relancer comment dire, les organismes. Donc je les vois pas faire ça, mais peut-être une mi-temps, reposer reposer les joueurs en deuxième mi-temps. Donc les Broncos, oui, ils auraient une carte à jouer là-dessus. Maintenant, effectivement, s'ils perdent, ça serait compliqué pour eux, parce que les Dolphins, avec uniquement une victoire contre les Jets et la défaite des Broncos, s'assurent du siège 7. Et les Bengals, par contre, eux, sont dépendants, au-delà de la victoire contre les Steelers, sont dépendants de la défaite des Broncos et des Dolphins. Pour répondre à ta question, je vois les Broncos perdre, parce que les Chiefs, ils vont vouloir, parce que même les remplaçants des Chiefs vont vouloir, parce que c'est rival de division. Et pour moi, ça, j'arrive pas à m'enlever de ça de la tête, et les Chiefs, ils vont vouloir taper les Broncos et faire un sans faute en division. Ils vont avoir cet ego-là. Les Dolphins, ils vont taper les Jets. Je vois pas dans quel monde les Jets ne gagnent ce match, en tout cas. Moi, je suis pas sûr. Et du coup, ça serait suffisant pour les Dolphins pour aller en playoff. Tu sais que ces Jets-là qui n'ont rien à perdre, qui ont été capables de bencher Rodgers et qui viennent de se faire gifler par les bises, les Jets peuvent se faire un malin plaisir d'aller faire chier les Dolphins que vraiment je comprends pas comment cette équipe peut être en course pour les playoffs. Vraiment, eux pour le coup s'ils se qualifient, genre aucun problème à dire que c'est l'équipe la plus faible des qualifiés en playoffs. C'est possible, ouais. Ils ont des playmakers de ouf, hein, et du coup ça leur a permis de gagner des matchs, machin et tout, mais la défense elle est d'une faiblesse, la O-line elle fait un peu le taf, mais c'est pas non plus... C'est vraiment parce qu'ils sont capables d'éruption. Limite, j'en suis à me dire que Tua, et quand son cerveau ne se fait pas écraser, Tua est un QB qui fait tourner cette attaque bien, quoi. Parce que les schémas de jeu et l'attaque est faite aussi en fonction de ses qualités. Mais oui, je te rejoins. Donc ouais, tu dis Dolphins. Je dis Dolphins, ouais. Oh putain. Il y a vraiment un scénario où les Dolphins sont tranquilles, quoi. Vraiment, à la mi-temps, les Chiefs ont 15 points d'avance sur les Broncos. À titre personnel, j'aimerais voir, alors je l'ai dit, j'aimerais voir les Bengals, mais en même temps, le Bills-Bengals me ferait chier, donc autant qu'ils se vautrent. Comme ça, ils ont un pic de draft un petit peu plus haut pour reconstruire bien, et puis virer surtout Zach Taylor, parce que je pense que sans playoff, Taylor, il vire. Et tu mets quelqu'un avec un QI football déjà neutre, ça serait déjà mieux que Zach Taylor. Et pour la saison des Broncos, alors c'est toujours pareil, au mérite, on s'en fout un petit peu, mais ils ont montré tellement des bonnes choses que d'aller en playoff, ça serait top pour eux, pour le groupe en lui-même, qui est quand même très jeune, et puis pour accumuler de l'expérience. Donc j'aimerais bien les Broncos, à titre personnel. Ouais, mais tu pronostiques Dolphins. Ouais, parce que match de division et que les Dolphins, ils ont un match plus qu'abordable.
et que je vois les Chiefs juste du côté, juste à cause de leur ego, ou grâce à leur ego, taper les Broncos sur les dernières semaines. Si les Chiefs étaient encore invaincus, je te suivrais les yeux fermés, vu qu'ils ont déjà perdu un match. Moi, je vais dire les Broncos, mais j'espère qu'ils vont appliquer un plan de jeu très précis et efficace. C'est que si les Chiefs ont le premier drive, mais quitte à prendre une pénalité, faut que un linebacker aille démonter Mahomes. Non, mais vraiment, faut dire aux Chiefs, les gars, sortez vos bons joueurs, parce que nous, on a un truc à jouer, quoi. Je veux que le message soit fort, que le mec vienne dans ses côtes et que Mahomes se dise bon, en fait, on a le seed 1, c'est pas si mal si je vais m'asseoir là-bas, quoi. Je pense qu'il faut pas faire ça à Mahomes parce qu'il risque de faire tout le match, du coup. Non, mais en vrai, les Chiefs, on sait qu'ils ont été vachement précautionneux toute l'année avec leurs joueurs, ou vraiment, sur les blessures, ils savent très bien que arriver en bonne santé en playoff, c'est le principal. Et là, moi, je pense que les Broncos, ils ont tout intérêt à être méchants dans ce match. Et s'ils ont le ballon en premier, en fait, faire durer le premier quart le plus longtemps possible, courir, même si c'est pas facile contre ces Chiefs, mais les Broncos ont une bonne ligne. En fait, je veux voir des Broncos agressifs, genre un premier quart, mais vraiment de chien, de pitbull. Faut aller faire mal, même le running back qui va dans la boîte, faut que le mec il vienne les coudes en avant, les genoux en avant, que le gars il veut le gratter un demi-yard de plus à chaque fois. Mais faut dire aux Chiefs, là les gars, si vous voulez jouer le match contre nous, ok, why not, vous voulez faire chier, mais vous allez y laisser des plumes. Je veux voir ça. Et du coup, je dis Broncos, j'ai envie de les voir en playoff. En plus, parce que c'est une équipe, je pense, qui va pas être simple à jouer. Ces Broncos-là, je trouve qu'ils ont tous les attributs de l'équipe de playoff hyper chiante. Ils ont une O-line qui, je trouve, fait bien le taf. Ils ont des coureurs qui sont pas élites, mais qui sont capables de faire avancer le ballon. Et surtout, la défense dans le fond du terrain, ils ont en Pat Surtain un mec qui peut te faire gagner un match. Ouais. C'est dingue, vraiment. Surtain, c'est... Il y a, je sais plus il y a combien de temps, il y a 1 an et demi, avec Alex, on avait dû faire cet épisode-là des joueurs sur qui construire une franchise hors QB. Je pense qu'il date à peu près il y a 1 an et demi, cet épisode. Et on avait la discussion Sauce Gardner, Pat Surtain. Waouh, la discussion aujourd'hui, elle est close, éteinte pour l'instant. Là, Gardner a encore le temps de rebondir, mais là où Surtain, depuis le début de sa carrière, montre un niveau élite tout le temps. Là, il y a un contexte aussi. Jets et Surtain a eu des matchs de moins bien l'année dernière parce qu'il était moins bien utilisé, mais... Tu pourras avoir la discussion cette année entre Stingley et Surtain, au lieu de Gardner et Surtain. Ouais. Mais la constante, c'est Surtain qui est la constante, c'est Surtain, ouais, très bon pick, celui-là. Wow. Ouais. Il était tombé hors top 10, genre il est 11 ou 13. Je crois qu'il est 11, ouais. 11, Il me semble qu'il est 11, ouais. Il y a... Non, 8, ça doit être 8 et 9. Jesse Horn en 8 et Surtain en 9. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est autour de cette 10e place-là. Et quand tu regardes ça maintenant... Parce que, est-ce que c'est la même année que Micah Parsons qui, lui, doit être 11 11 ou 12, ouais. C'est possible. Ouais. Putain, cette draft, incroyable. Côté NFC, il y a un peu moins de discussion. Ouais. Puisque je crois qu'il n'y a que le duel Falcons-Bucks. Ouais. Et que la NFC Sud, parce que les Commanders ont validé leur ticket avec leur victoire contre les Falcons. Et les Packers avaient déjà validé leur ticket. Sachant que les Falcons jouent les Panthers, donc on se dit ok, mais les Bucks jouent les Saints. J'adore ces duels de division de partout pour garder de l'intérêt. Est-ce qu'on est assez d'accord pour dire que ça ne bouge pas, que les deux gagnent leur match et que les Bucks passent ? Ouais, les Buccaneers se sont mis en danger après la défaite contre les Cowboys, mais du coup, voilà, ils ont pris la lead dans la division et à mon avis, ils vont pas la lâcher. C'était un match un peu dangereux contre les Panthers, on l'avait dit, qui restaient sur des bons matchs avec une seule victoire, certes, mais ils étaient bien à chaque fois dans leur match. Bon, là, ils se sont pris une sacrée trempe contre les Bucks. Je pense que là, ils sont... Finalement, peut-être que la défaite contre les Cowboys leur a remis un petit peu les idées en place. Et puis, écoute, on parlait de record historique, de tout ce que tu veux. On va croiser les doigts pour que Mike Evans fasse 85 yards lors du dernier match contre les Saints pour avoir encore une saison à 1000 yards. Alors, mais oui, je les vois taper les Saints. Ouais.
J'ai quand même eu une interrogation en regardant le classement et je suis peut-être passé à côté d'une info. J'ai pas compris pourquoi les Seahawks étaient éliminés alors qu'ils jouent les Rams. À cause la difficulté du calendrier. Tu sais, sur les classements, tu vois peut-être un truc avec marqué SOS, c'est le Strength of Schedule. Et en gros, les Rams étaient sûrs d'être en playoff s'il y avait 3 ou 4 équipes qui remportaient. Donc sur 7 matchs, 4 équipes remportaient leur match. Il y avait notamment les Commanders, les Bengals, les Dolphins, et il y avait une 4e équipe que j'ai oubliée qui du coup a gagné. Ce qui permet en fait d'avoir pour les Rams un calendrier, en tout cas en termes de bilan, plus dur, et donc du coup de remporter la division par rapport aux Seahawks. Ce que je trouve horrible, c'est que si là les Seahawks les battent, ils auront le même bilan dans la div, même bilan dans la conf. Et c'est pour ça du coup. Oui. Ouais. Et je trouve cet argument assez horrible. En fait, les équipes se jouent 2 fois. Pourquoi on fait pas un cumul des 2 matchs, quoi? Moi, vraiment, ça me sidère. Tu vois, en plus, ça donnerait un intérêt même dans la gestion du match. Si t'as perdu, je sais pas, le premier tu l'as perdu de 12 points et donc là, il faut que tu gagnes de 12 au plus et il y a éventuellement une prolongation ou 13. On aurait des scénarios de ouf. Là, on est sur des considérations de « Ah, mon calendrier, il est plus dur parce que telle équipe a un meilleur bilan et tout. » Je trouve ça frustrant. Et pas tant parce qu'en plus, j'avais mis les Seahawks haut, parce qu'au final, ils vont peut-être finir à ne pas aller en playoff avec une saison en 17. Ouais. Mais ouais, je trouve ça dramatique que ce soit des considérations un peu mathématiques qui abrègent cette course au playoff. En fait, ça enlève tout l'intérêt d'un match qui aurait pu être fantastique. C'est pour ça que je parlais du fameux 17e match, qui enlève un petit peu ce charme-là, parce qu'on a eu des vrais duels aussi dans cette division. Alors du coup, on en a aussi en semaine 18 et c'est plutôt intéressant. Mais en termes de division, tu as l'impression que beaucoup sont déjà joués et que là, on joue plus sur les strapontins en playoff. Ouais, là, c'est assez dingue, quoi, parce que s'ils les battent vraiment, toutes les métriques sont au même niveau, quoi. Et tu parlais du premier match, c'est 26-20 pour les Rams. Donc tu vois, voilà, c'est un TD. Bah oui. Non, mais, ça aurait été fun, ça aurait été très fun, ça aurait pu être très fun. En fait, c'est terrible, même tu regardes le différentiel de points sur la saison, genre les Rams, ils sont en moins 14, les Seahawks, ils sont à plus 2. Et en fait, tu te dis, mais vraiment, ça va être une histoire de calendrier, parce que les mecs se sont mis à gagner des matchs qui les éliminent. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant d'être une ligue qui veut autant promouvoir le spectacle et les affiches serrées et qui se retrouve avec des considérations mathématiques qui n'apportent rien, si ce n'est d'enlever du suspense à une week 18 qui a été rajoutée et qui est déjà controversée, quoi. Ouais. En tout cas, voilà. Comme on l'a dit, il n'y a plus tant d'équipes que ça qui jouent pour les playoffs. Donc d'un côté, Bucks, Falcons, et de l'autre, Broncos, Bengals et Dolphins. 5 équipes qui vont être sur le qui-vive. Et ouais, du coup, une bonne grosse palanquée de matchs de merde, hein, faut le dire aussi, pour cette semaine 18. Il y a la course au tankathon. Ouais, mais limite, c'est ça et le seeding. Ouais. Et en fait, le seeding, pour les matchs qui se jouent en simultané, c'est ultra compliqué. Et on l'a bien vu, on le voit à peu près tous les ans. Souvent, t'as pas d'intérêt à perdre pour éviter tel ou tel adversaire, à moins vraiment de tomber sur l'équipe où tu sais que sur le papier, c'est ta kryptonite, mais sinon... Et du coup, dans les gros matchs à suivre pour la semaine à venir, le Bengals Steelers, forcément, hein, il a quand même des grosses incidences. Ouais. On a ça. On a dans les équipes. On en a parlé, les Broncos Chiefs, et puis Bengals Steelers, si ce sera déjà joué, mais Broncos Chiefs et Dolphins Jets. Ouais, mais tu vois, je cherchais les matchs où vraiment les deux équipes ont intérêt à jouer un truc. Ah oui. Et tu vois, genre les Chiefs ont rien à jouer. Bengals de Steelers, les deux jouent un truc. Soit le seeding, soit la qualif en playoff. Il y en a un qui du coup a été mis en prime time. C'est le Vikings et le Vikings Lions. En vrai, c'est les deux matchs. Ouais, ça va être quasiment les deux seuls matchs où on va voir les deux équipes être mobilisées. Jouer à fond, ouais. Et où ça va influencer énormément la playoff pictures, quoi.
putain, on pourrait avoir vraiment les Vikings qui remportent la NFC. Jamais j'aurais pronostiqué ça au début de la saison. Pas beaucoup de monde l'aurait pronostiqué, effectivement. Ouais, c'est assez incroyable. Bon, PA, merci beaucoup. On a fait un épisode très très solide pour ce dernier épisode de l'année. 1h30 à écouter, soit je sais pas quand est-ce qu'on va avoir le temps de le faire sortir, donc soit en attendant votre réveillon, soit pour le digérer, pour vous remettre tranquillement sur le premier jour de 2025. Avant de vous laisser, le front office, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, Twitch, et rejoignez-nous sur le Discord. Là, sur cette dernière semaine, j'ai encore vu 2-3 membres comme ça, pop en plus, ça fait toujours plaisir. On voit que je sais pas d'où ça vient. Ceux qui sont déjà sur le Discord ou qui nous suivent assidûment, n'hésitez pas à le partager. Si vous connaissez d'autres fans ou de gens qui s'intéressent au sport et qui aimeraient découvrir la NFL, vraiment, nous, on s'éclate à avoir les interactions. Toi, PA, t'es un de nos spécialistes sur le Discord. T'as les discussions techniques et tactiques pendant que nous, avec Alex, voilà, on fait de la figuration. Putain, comment tu jettes sous le bus Alex? On dirait Gerard Mayo avec ses joueurs. Non, mais c'est vrai, nous on vient partager des mèmes et des grands débats, et puis après on laisse les experts discuter, clairement. Nous, c'est un peu notre rôle aussi. Alex en avait déjà parlé, mais j'en profite d'être à l'animation d'un épisode pour le faire aussi. Si vous avez des envies, soit de vous investir éventuellement avec nous dans le podcast, ou des idées de format, des choses à partager. En fait, peu importe, si vous voulez contribuer au podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un DM. J'allais dire à Alex ou à moi, mais en fait à n'importe quel membre. On est tous capables de recevoir vos DM et de faire circuler l'info à l'équipe. Sauf Doug. Doug, à part... Non, en vrai, sur Insta, il est là quand même. Mais ouais, n'hésitez pas à nous contacter, même si, admettons, vous ne voulez pas apparaître dans les épisodes. On est quand même... voilà, j'ai encore un peu de temps. On est quand même dans une phase où on se rend compte que ce qu'on fait plaît pas mal, où nous aussi on a envie de pousser, on est revenu à des outils là qui vont nous permettre d'envoyer beaucoup plus de contenu. On peut vous le dire, pour que Doug fasse un live, c'est vraiment que là on va pouvoir envoyer, quoi. C'est que techniquement c'est bon, on est réglé. on a le boomer de l'équipe qui peut gérer un live, c'est que ça y est, maintenant c'est tout droit. Et donc voilà, sans forcément faire du live ou des épisodes, si admettons vous voulez gérer des réseaux sociaux, écrire, animer encore un peu plus le Discord, que vous avez juste des idées et que vous voulez, je sais pas, participer à écrire une game zone, des idées de format, si vous avez même du réseau et que vous pouvez nous ouvrir des portes pour des interviews, n'hésitez pas. Nous on a pas mal d'idées, pas mal de choses à mettre en place, il y a un peu tout ça à structurer. En tout cas, on est hyper ouvert aux idées et aux opportunités de grandir. Donc voilà, ça se passe en DM, idéalement sur Discord, mais si vous n'êtes pas sur Discord et que ça fait longtemps que vous nous suivez et que c'est via Twitter, envoyez-nous un DM Twitter, on répondra. En tout cas, voilà, si ça fait partie de vos résolutions 2025 de vous investir, n'hésitez pas. PA, je vais te souhaiter un bon réveillon, puisque merci, à l'heure où on tourne, on a encore le temps de faire une petite sieste et de se préparer tranquillement. Elle sera faite, crois-moi. Ouais. On va en avoir besoin après ce réveil matinal pour un petit épisode d'1h40. Et puis voilà. Bon réveillon à tout le monde, profitez-en bien, et puis bonne dernière semaine de saison régulière. On verra, on se verra probablement sur la preview de la dernière semaine. Mais en tout cas, d'ici là, bon réveillon et n'abusez pas trop de l'alcool, en tout cas avec modération. Ouais, avec modération, voilà. Et pour ceux qui nous écouteraient en 2025, du coup, bonne année. On va espérer avoir, nous, une aussi belle année que 2024, qui a été pour le podcast année de croissance avec l'intégration de nos camarades. On espère que ça va être aussi bien en 2025 et on va espérer que
que la NFL nous offre des belles choses aussi pour cette année à venir. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et vive le football.